L'héroïne n'aurait jamais pensé qu'elle rencontrerait la mort sous le grand soleil, loin de chez elle. Tenant un poignard sur sa gorge, l'agresseur attend les derniers mots de la jeune fille. Elle pense que tout cela est injuste. Dans l'empire de Cromwell, connu comme le souverain du Nord, la jeune fille vivait dans un immense domaine, portait de belles robes et des bijoux. Mais cette vie luxueuse ne lui apportait aucun plaisir. Elle était beaucoup plus attirée par l'exploration du monde. Dès que la fille visitait un nouvel endroit, elle sentait le sang bouillir dans ses veines. Et c'est ainsi que commença sa vie de voyageuse. Elle a visité tous les coins du continent Nord, des sites préhistoriques à la colonie phénienne de Sibelia. Maintenant, la fille se dirigeait vers le sud. Elle s'attendait à atteindre Kratia à travers le désert, mais elle s'est perdue. La fille est perdue depuis une semaine maintenant. Elle ne pouvait pas s'orienter à l'aide de la carte, car tout ce qui l'entourait était du sable sans fin. Mais le pire, c'est qu'il ne lui reste plus une goutte d'eau. Soudain, la fille remarque des gens. Elle se précipite vers eux, remerciant le destin de ne pas l'avoir imaginé. La jeune fille a simplement demandé son chemin vers Kratia, mais en réponse, un couteau a été placé sur sa gorge. L'étranger perd patience et l'héroïne recourt au dernier recours. Elle déclare qu'elle est la plus belle femme de tout le continent. La fille espère le charmer avec son apparence. Elle ajoute que tous les pays devraient avoir une loi pour protéger les belles femmes. Il la trouve drôle. Mais l'étranger demande encore si ce sont ses derniers mots. La jeune fille parvient de justesse à esquiver le coup fatal. Elle crie que c'est contre les règles. L'étranger remarque que dans tous les cas, l'un d'eux survivra et l'autre mourra, et il n'y a rien à discuter ici. Le gars est captivé par les yeux de la fille. Il lui rappelle 2 soleils au milieu de l'été. L'étranger s'approche et annonce qu'il a décidé de lui sauver la vie. Elle devrait lui être reconnaissante. La fille reprend ses esprits dans un endroit inconnu. Elle a chaud et très soif. Un homme s'approche d'elle et lui verse un seau d'eau dessus. Il se demande combien de temps elle pourra tenir sous le soleil brûlant. Il ajoute que la fille devrait être reconnaissante pour l'eau. La seule chose qui la rend heureuse, c'est qu'elle s'est enfin réveillée. La jeune fille se rend compte qu'elle se trouve dans une prison du centre-ville sous un soleil impitoyablement brûlant. À la façon dont les prisonniers sont traités et aux vêtements des gens à l'extérieur, elle se rend compte qu'elle a atterri chez Pésian, le roi du désert. C'est un vaste État, occupant un vaste territoire dans le sud et extrêmement hostile à Cromwell. La jeune fille allait éviter ce pays lors de son voyage, mais par la volonté du destin, elle s'est retrouvée ici. Elle se rend compte que, n'étant pas adaptée au climat local, elle ne survivra pas à la chaleur mortelle. La fille décide de s'échapper. Mais dès qu'elle est sortie, elle a immédiatement rencontré l'homme qui l'a attaquée. La jeune fille a hérité de la beauté de sa mère et de ses cheveux argentés, comme la lune elle-même. Maman a toujours voulu que sa fille devienne une femme élégante. Dès que la jeune fille s'est enfuie de la maison, sa mère, folle de rage, l'a enfermée. Aujourd'hui, elle est reconnaissante pour cette formation qui lui a appris à s'échapper. Pendant son confinement, la jeune fille est restée en forme et a appris des centaines de façons de s'échapper. Après avoir quitté la prison, où il n'y a tout simplement pas de place pour de telles beautés, l'héroïne va trouver des vêtements comme les locaux. Selon les traditions locales, les femmes doivent cacher leur visage pour ne pas séduire les hommes. Même si la jeune fille trouve cela étrange, cela ne fait que jouer en sa faveur. Après tout, elle est en fuite. L'héroïne admire la ville. Elle a lu des livres sur la beauté de la Pésiane et a toujours rêvé de la visiter, malgré l'inimitié avec sa patrie. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à être kidnappée, mais maintenant elle trouve cet endroit encore plus beau que ce qui lui avait été décrit. Des bâtiments faits de sable, de l'air brûlant, des gens de différentes nationalités, c'était comme si elle se trouvait sur une autre planète. Mais c'est pour ce sentiment que la fille aime voyager. Remarquant que son plaisir attire inutilement l'attention, l'héroïne décide de se calmer et de chercher de la nourriture et un endroit où dormir. Dès que la jeune fille a acheté le plat, il lui est immédiatement tombé des mains. Dans la foule, l'héroïne a vu son ravisseur. Il la regarde et la fille s'enfuit. Elle se convainc qu'il ne se souvient même pas d'elle, d'autant plus que son visage est partiellement couvert et qu'il y a beaucoup de monde autour. Juste au moment où elle pense être hors de danger, le ravisseur se profile au-dessus d'elle. Il se demande comment elle a réussi à s'échapper. Ici, son peuple l'appelle. Sihad, c'est le nom du ravisseur, dit qu'il reviendra le premier et confie la fille à Omar. Il dit froidement à l'héroïne qu'il serait préférable pour elle de ne pas le décevoir. La fille a peur d'être exécutée. L'un des serviteurs de Sihad suggère d'utiliser l'héroïne à ses propres fins.
Bien qu'elle agisse de manière agressive, sa manière de parler, son apparence et son aura sont inhabituelles. Il croit que la jeune fille est la fille d'un noble du Nord et qu'elle peut être convaincue de transmettre des informations intéressantes. Alors Sihad décide de prendre la fille dans son harem. Une femme inconnue demande à l'héroïne de la suivre. Elle se demande où elle a fini. Une fois à l'intérieur du bâtiment, la jeune fille ne comprend pas qui sont toutes ces femmes qui se tiennent devant elle. Ici, l'un d'eux arrache les affaires de l'héroïne et la jette dans la piscine. Les femmes aident la fille à se laver et lui donnent ensuite des vêtements. Elle n'aime pas l'option proposée. L'employé remarque que Sihad a l'air content. Il répond que c'est ainsi, il est content d'avoir attrapé le chat. L'héroïne est mécontente de sa tenue, elle est trop révélatrice, tout son ventre est visible. Elle l'a mis uniquement parce que si elle avait été têtue, les femmes le lui auraient mis elles-mêmes. Là, elle remarque que toutes ses affaires ont disparu. Cartes, argent, vêtements et même des portraits de beaux hommes. Mais le pire, c'est que son livre de comptes a disparu, la seule chose qui puisse confirmer son identité pendant le voyage, et la fille n'a aucune idée de comment retrouver ses affaires dans un endroit aussi vaste. Cependant, son principal atout est toujours avec elle, des boucles d'oreilles enchantées spéciales qui colorent ses yeux cramoisis et ses cheveux argentés dans des tons bruns. De cette façon, elle peut voyager sans être reconnue. La femme conduit l'héroïne dans une pièce et l'informe que c'est là qu'elle séjournera pendant son séjour au harem. Elle est contente de la chambre, mais soudain elle entend parler du harem. Elle demande si c'est l'endroit où un homme garde plusieurs femmes et peut faire ce qu'il veut avec elles. La femme le confirme. La jeune fille tombe au sol, horrifiée, pensant qu'il serait préférable de rester dans le cachot. Elle devine que c'est l'œuvre de son ravisseur, qu'elle considère comme un psychopathe complet, malgré sa beauté. La femme demande à l'héroïne de se lever, remarquant que le sol est froid. Elle ajoute qu'une place dans le harem est un grand honneur et que la fille devrait être heureuse. L'héroïne exige qu'elle se réveille et comprenne qu'un homme ne doit avoir qu'une seule femme et qu'il n'y a rien de bon dans un harem où une fille est traitée comme un jouet. Elle répond simplement qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à être la poupée de Sihad. L'héroïne comprend qu'il est inutile de lui parler et tombe sur le lit. Soudain, elle demande où sont les autres femmes et pourquoi il y a si peu de bruit ici. La servante répond que la fille ici est la seule Ira. Elle demande à nouveau, confuse. Jalil, le chef de Darak, arrive à Sihad. Il est surpris que Sihad ait donné une place dans le harem à une femme à la peau claire et de basse naissance. Jalil ajoute qu'il avait peur que les rumeurs sur les maigres connaissances de Raccoon, comme il appelle Sihad, se révèlent vraies. Pressant le jus de la grenade d'une main, il demande comment Jalil ose l'insulter. Le leader, frissonnant, sent comment l'aura mortelle de son interlocuteur le supprime et comprend qu'il peut le tuer. Il dit rapidement qu'il était juste inquiet. Sihad répond qu'il n'est pas satisfait de ses soucis et le chasse. En léchant le jus de grenade sur ses doigts, il ajoute que Jalil n'a pas encore découvert ce qui se passera s'il se met en travers de son chemin. La jeune fille comprend qu'elle était au bord de la mort, même si elle a simplement décidé de voyager. Cependant, elle décide de se ressaisir et d'arrêter de se morfondre. L'héroïne décide qu'elle doit trouver un moyen de s'échapper, car elle ne peut pas devenir l'épouse d'un homme inconnu. Elle avait réussi un jour à s'échapper de la prison fénienne du Nord, et elle serait certainement capable de s'échapper d'un endroit aussi ouvert. Mais il y a deux problèmes. D'abord, ses affaires ont disparu, et sans elles, elle mourra tout simplement dans le désert. Surtout sans votre propre livre de comptes. La jeune fille l'a fabriqué comme symbole du pouvoir de mes parents d'enregistrer les itinéraires lors de leur voyage. Sans cela, elle ne pourrait pas voyager à travers le continent Nord, et encore plus, le continent Sud. Le deuxième problème concerne les boucles d'oreilles. Si l'héroïne ne les enlève pas, elles cesseront de fonctionner. Après avoir calculé, l'héroïne comprend qu'ils dureront encore une semaine, ce qui signifie qu'elle a 7 jours pour quitter cet endroit. Elle décide que la première chose qu'elle doit faire est d'explorer la région. La jeune fille se souvient qu'en péninsule, la lune a un éclat blanc, tandis qu'au nord, elle a une lueur jaunâtre. La résidence est tout simplement énorme. Les bâtiments sont reliés en série, ce qui rend difficile l'accès des fugitifs, et elle est située dans la plus éloignée. La fille comprend que courir sera plus difficile qu'il n'y paraissait à première vue. Elle se demande qui est son ravisseur et pourquoi il a besoin d'un tel bâtiment. Sautant et décidant que l'endroit appartient à quelqu'un de puissant, à en juger par le mobilier luxueux, elle se dirige vers le jardin. En entendant le bruit de l'eau, la fille se rend compte qu'il y a quelqu'un à proximité.
En regardant dehors, elle se rend compte qu'elle est tombée sur son ravisseur. Craignant de se faire prendre une seconde fois, l'héroïne se dépêche de s'éloigner de l'endroit dangereux. Remarquant qu'elle ressemble désormais vraiment à un rat, Siad la jette dans l'eau. Il lui demande si elle est une espionne ou si elle aime simplement espionner. La jeune fille nie avec indignation les accusations et pose une contre-question. Qui est-il et comment ose-t-il kidnapper une jeune fille dans la rue en plein jour et de telle manière que personne ne le dérange? Siad répond que dans ce pays, il a le droit de faire ce qu'il veut. L'héroïne lui demande d'un ton moqueur s'il est un dieu ou un roi et il confirme qu'il est le dernier. Il lui demande si elle sera plus soumise maintenant et se présente. Son nom est Sihad Zain Bedad, souverain de Pessian. La fille demande s'il est vraiment Rakuna, le dieu vivant de ce pays. Il répond qu'il est content qu'au moins elle le sache. Siad prend l'héroïne dans ses bras et l'emmène, sans écouter ses protestations. La jetant sur le lit, il lui demande si elle est une espionne de Cromwell. La jeune fille décide de nier tout lien avec sa patrie et répond qu'elle est originaire du continent Nord, mais pas de Cromwell, et qu'elle n'est pas une espionne. Siad demande ce qui l'amène à Kratia. L'héroïne explique qu'elle est une simple voyageuse qui veut voir les sites touristiques et demande à la croire. Il accepte et lui demande si elle essaie de le séduire. La fille ne comprend pas où il regarde. Sihad se penche vers elle et lui rappelle ses propres paroles selon lesquelles elle est la plus belle femme. La fille, à son tour, pense qu'il se moquait de cela, mais à voix haute, elle lui demande simplement de s'éloigner. Puis Sihad ajoute que, même s'il ne sait pas si elle est la plus belle femme du monde, elle a des yeux magnifiques. Il embrasse la fille. Elle sent qu'il est trop fort et, pour éviter des conséquences désagréables, lui demande de la laisser partir. Siad l'accueille dans son harem. Le matin arrive et la jeune fille, en se réveillant, remarque un étranger dans sa chambre. Elle dit qu'elle est Nur, une servante qui sera avec elle. Elle ajoute que c'est un honneur pour elle de servir Ira. L'héroïne craint que la jeune fille ne la suive sur ordre de Sihad en raison de son évasion infructueuse d'hier. Nur examine sa peau, notant que seule une personne aveugle ne se rendrait pas compte qu'elle n'est pas originaire de Pessian. L'héroïne demande à expliquer qui est Ira. Elle explique que c'est ce qu'on appelle une femme kuna. Elle félicite la jeune fille d'avoir acquis le statut de femme du palais au service de Sihad, mais elle n'en est pas du tout contente. L'héroïne veut savoir si Nur l'accompagnera désormais partout. Elle doit encore trouver un plan d'évasion. Elle demande à s'adresser à elle moins poliment et répond qu'elle servira ici et que la fille a le droit de la renvoyer quand elle le souhaite. Elle sert du thé à l'héroïne et part, ajoutant qu'elle devrait l'appeler quand elle le souhaite et lui souhaitant un bon repos. L'héroïne ne peut pas croire que Raccoon est désormais une femme. Dans sa ville natale de Cromwell, les gens croient en la déesse Lemesha. Pessian est gouverné par son propre dieu et monarque Kun, qui apporte de l'eau au désert. Tout dans ce pays est sous son contrôle, de la politique à la culture. C'est pourquoi je le perçois comme un dieu agissant. La fille se souvient des événements de la nuit. Elle ne se soucie pas de savoir s'il est Kun ou non. L'essentiel est qu'il n'a pas le droit de l'utiliser comme il le souhaite. De plus, c'était son premier baiser. La fille maudit Sihad dans son cœur, souhaitant tomber directement sur son coccyx. L'employé, quant à lui, note que Jahid s'est comporté comme d'habitude et, dans la vidéo, n'a aucune idée qu'ils étaient au courant de ses plans. Il précise ce qu'il faut faire et Sihad ordonne de laisser les choses aller et de voir où l'insolence du leader le mènera. Le commis regarde l'autre homme, qui lui demande de poser des questions sur la fille. Il note que laisser entrer cette femme était une décision un peu hâtive, d'autant plus que leur relation évolue rapidement vers quelque chose de plus sérieux qu'un simple divertissement. Le serviteur rappelle que le harem est devenu ainsi après ce jour. Sihad s'emporte et son interlocuteur s'excuse précipitamment. Mais un deuxième homme entre dans la conversation, disant que le grand vizir sera très mécontent, car il s'attendait à ce que ses filles finissent dans le harem. C'est également ce que souhaitaient 6 autres hauts fonctionnaires, qui s'ajoutent aux 48 autres candidats. Siad répond qu'il veut mieux connaître la fille et ordonne qu'on l'amène. Elle s'étouffe presque à cette nouvelle et remarque qu'il y a plus. Nur remarque qu'ils devront y aller de toute façon. L'héroïne suit la servante, mais elle est mentalement indignée. Non seulement ils ne lui ont pas donné de déjeuner, mais ils l'ont également traité comme un chien, l'appelant quand il le voulait. Nur dit à Sihad qu'elle a amené Ira. Elle part, et cela effraie la fille. Elle ne veut pas être seule avec lui, car on ne sait jamais ce qu'il pourrait inventer.
La fille a honte de regarder Sihad dans les yeux. Il se demande combien de temps elle évitera son regard. De plus, Sihad demande comment s'est passée sa première nuit au harem. La fille décide de jouer selon ses règles et dit qu'elle se préparait simplement mentalement. Elle raconte que la nuit a été merveilleuse grâce à lui et demande à son tour comment s'est passée la sienne. Sihad, en réponse, lui propose de rester dans le harem pour toujours, car elle l'aime beaucoup. La fille refuse poliment, ne comprenant pas si son interlocuteur plaisante ou non. Raccoon remarque qu'hier encore, elle était comme un chat sauvage, mais maintenant elle est inhabituellement soumise. Il se demande si elle prépare quelque chose. Prenant sa main dans la sienne, le roi remarque à quel point la paume de la jeune fille est chaude. Il lui semble désormais que les suppositions de son employé sur l'identité d'Ira ne sont pas loin de la vérité. Sihad demande à haute voix pourquoi elle se dirigeait vers Kratia. Elle recommence à parler des sites touristiques. Il la menace en lui disant que si elle parle à nouveau d'eux, sa bouche ne s'ouvrira plus jamais. La fille a peur de son regard, qui la brûle et lui fait ressentir quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. La seule chose qui est claire pour elle est qu'elle doit rester loin de Raccoon. L'héroïne explique qu'elle a voulu goûter les dattes locales, réputées pour leur goût, et admirer les bâtiments érigés dans le sable. Rien d'autre ne lui vient à l'esprit, même si elle avait pensé à des réponses d'à l'avance. Sihad est amusée que la fille ait traversé le désert de la mort pour des raisons aussi stupides. La fille est surprise par le nom. Puis un fonctionnaire entre dans la salle, s'excuse et annonce que le grand vizir est arrivé. La fille reconnaît son sauveur. Il demande s'il doit partir, mais Sihad dit de rester et présente son vizir. Son nom est Nazir. Le roi est sur le point de nommer la fille, mais se rend compte qu'il ne connaît pas son nom. Elle répond que son nom est Hasina, notant combien de temps il a fallu à Raccoon pour comprendre. Nazir dit qu'il est heureux de la revoir et qu'il n'a même pas immédiatement reconnu la fille dans ses vêtements. Il ajoute qu'elle a l'air superbe. Elle constate que c'est effectivement le cas, car elle est une beauté. Le vizir est impressionné par la façon dont elle gère les circonstances. Aux grandes dames d'Hasina, Sihad ordonne qu'elle soit emmenée. Lui et Nazir échangent des regards derrière le dos de la fille. Raccoon informe le vizir qu'il trouve le changement de comportement d'Hasina suspecte et lui ordonne d'essayer de lui soutirer des informations. Hasina, se couvrant le visage, s'assoit en face du vizir. Il lui demande d'où elle vient si ce n'est de Cromwell. Elle répond que depuis Sigren, un petit état à la frontière de Cromwell, Nasir n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Techniquement, elle ne ment même pas, car elle s'est en fait arrêtée là lorsqu'elle a quitté son pays d'origine. Hasina, à son tour, s'intéresse à la raison pour laquelle le désert de la mort est appelé ainsi. Le vizir explique que l'eau ne s'y accumule pas même après la pluie et que les vents forts modifient l'environnement au point de le rendre méconnaissable. Il est donc très facile de se perdre et de nombreux voyageurs y sont morts sans jamais pouvoir sortir. On dit que le désert est maudit, même si Nazir n'y croit pas vraiment. Il n'arrive pas à comprendre si Hasina lui ment ou non et décide de la tester. Nasir lui demande si elle est au courant de la querelle entre Kratia et Péziane. La jeune fille est choquée par cela, même si elle savait que Kratia avait été construite par des gens qui s'opposaient à la fondation de Péziane. Il explique qu'il y a eu récemment un conflit entre les deux pays. Amina comprend désormais pourquoi elle a été prise pour une criminelle et elle est même reconnaissante d'avoir simplement été envoyée en prison. Nasir se demandait si les guides avaient recommandé de faire le tour du désert, comme le font les voyageurs du Nord. La jeune fille répond que c'était le cas, mais elle refuse, et le vizir comprend qu'elle ment certainement à propos de la traversée du désert. Hasina explique que sur le continent Nord, où les champs sont toujours verts, il n'y a pas d'océan plein de sable, et c'est pourquoi elle a toujours voulu visiter un tel endroit. Nazir se rend compte qu'étant né à Péziane, il n'avait jamais pensé au désert de cette façon. Il lui demande comment elle se sentait, et elle dit que c'était incroyable et qu'elle n'avait même pas remarqué la chaleur. C'est pourquoi elle a été surprise par le nom du désert. Nazir décide qu'Hasina dit la vérité. Il remarque à haute voix que la fille est probablement la seule à trouver le désert de la mort beau. Le vizir ajoute mentalement que quiconque regarderait Hasina dans les yeux la croirait. Nazir rend le sac à la fille en disant qu'il donne des choses qui ne lui semblaient pas suspectes. Elle espère qu'il n'y aura pas de problème avec le livre de comptes. Un sort de protection est jeté dessus. Ils disent au revoir. Nazir promet d'organiser une nouvelle rencontre et Hasina admet qu'il lui est difficile de rester longtemps au même endroit. Le vizir ordonne à Karim, qui vient d'entrer, de s'occuper du harem puisque la jeune fille s'y est enfin installée.
Il est outré par cet ordre. Lui, le dompteur de Raccoon lui-même, est le gardien du désert le plus puissant, dont le seul but est de servir Raccoon. Karim se demande ce qui se passe. Nazir explique que la raison de la visite d'Azina n'est toujours pas claire et que certaines choses sont suspectes. De plus, c'est étrange que la fille voyage seule. Le dompteur propose de la tuer, mais le vizir s'y oppose, expliquant qu'il ne la considère pas comme une espionne. Il ajoute que c'est aussi l'ordre de Sihad et que Karim ne voudra certainement pas y désobéir. Azina pense à Nazir. Il lui semble être une bonne personne, mais la fille comprend qu'elle ne sera pas surprise s'il la prend pour une espionne. Krasia et Cromwell sont en désaccord, mais tous deux sont contre Payane. Maintenant, si elle est découverte après tout ce qu'elle a appris sur Kratia, sa famille et même toute sa patrie seront en grave danger. Bien sûr, ses parents ne laisseront pas tomber l'État, mais elle ne veut pas leur causer de problème. Son père a toujours soutenu sa soif d'aventure, et sa mère, malgré sa sévérité, l'aimait. Ici, Nur annonce que le dompteur est arrivé, et Hasina est sur le point de l'inviter à entrer, mais c'est alors lui-même qui fait irruption à l'intérieur. La fille remarque que son visage montre de la confusion à l'idée que quelqu'un comme elle puisse être ici. Mais Hasina décide de rester polie. Après tout, beaucoup de gens n'aiment pas les étrangers. Elle s'excuse de ne pas avoir eu le temps de se couvrir le visage. Karim se demande comment elle, si fragile, a pu sortir de prison et même traverser le continent Nord, et se demande s'il s'est trompé dans ses jugements à son égard. À son tour, il s'excuse pour son impolitesse et ils font connaissance. La fille demande à l'appeler par son nom, et non par Ira, et il accepte, ajoutant qu'il sera toujours sur ses gardes aux portes du harem, et qu'elle peut l'appeler si elle a besoin de quelque chose. Maintenant, s'échapper devient encore plus difficile. Hasina décide de faire une promenade pour rassembler ses pensées, mais rencontre immédiatement Sihad. Elle exige qu'il arrête de la suivre et se demande ce qu'il va faire. Le roi demande d'un ton moqueur s'il doit expliquer sa visite au harem. Hasina veut connaître la vraie raison, et Sihad répond qu'il voulait la voir. La fille est choquée par ces paroles. Rougissant légèrement, le roi se rend compte qu'il ne s'ennuiera jamais avec elle, car généralement les gens n'éprouvent que deux émotions autour de lui, la servilité ou la peur. Mais Hasina n'est pas comme les autres. C'est comme s'il voyait son reflet dans ses yeux, et le fait qu'elle ne montre pas de peur l'étonne et l'intrigue. Sihad embrasse une mèche de cheveux de la fille et lui demande si elle est à l'aise dans le harem. Elle est finalement perdue. Elle lui demande combien de temps encore il va rester pendu à sa porte. Le roi se demande si elle se sent mal à l'aise avec lui en tant que personne ou en tant qu'homme. Il décide qu'elle n'a aucune expérience avec le sexe opposé. Hasina déclare que si elle avait su qui il était, elle ne lui aurait jamais demandé son chemin. Il répond qu'il est déjà suspect de découvrir l'itinéraire vers un État ennemi, mais il est plus intéressé par la façon dont elle a réussi à quitter la prison de Jahannam. Il rapporte que personne n'a jamais réussi à faire cela auparavant. Pensant que la serrure était facile à crocheter, la fille répond que le portail était ouvert. Sihad l'avertit qu'il y aura des conséquences à ses bavardages, et Hasina dit qu'elle comprend cela. Elle demande ce qu'elle peut faire pour être laissée tranquille. Le roi répond qu'elle doit fournir la preuve de son innocence. Hasina décide qu'elle va s'enfuir plutôt que de lui prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas pu dormir cette nuit-là car Sihad a décidé de rester dans le harem. La fille espère qu'il ne viendra pas ce jour-là. Elle et Nur se promènent dans le harem, se demandant pourquoi il est si grand. Hasina demande à la servante à ce sujet, et elle explique que généralement, non seulement les femmes de Kun vivent là, mais aussi les filles orphelines. La jeune fille, horrifiée, demande si elles deviennent également concubines, et Nur note que cela arrive rarement, et que le plus souvent elles sont données à des personnes importantes en Pézian. Dans cet état, il y a 6 chefs suprêmes et 48 chefs, et Kun leur offre le mariage avec des femmes du harem afin de renforcer son pouvoir. Hasina demande si elle devrait avoir peur de quelqu'un. La fille comprend qu'elle est déjà la plus influente, mais elle n'a pas besoin de nouveaux ennemis. Nur répond qu'après Sihad, dans la hiérarchie du pouvoir, vient le grand vizir. Il vient d'arriver chez le roi, Jedik, c'est son nom, explique son retard par souci de l'État. Sihad note avec un sourire qu'il était difficile de gouverner le pays pendant son absence. Il sait parfaitement que le grand vizir s'est volontairement tenu à l'écart pendant tout ce temps. Jedik annonce qu'il prévoit d'organiser un banquet en l'honneur du retour de Sihad du pèlerinage à Ismaïl, car c'était difficile, et les gens ont prié sans relâche pour son voyage en toute sécurité. Le roi lui demande s'il a d'autres raisons, et après avoir reçu une réponse négative, promet de superviser les préparatifs.
Judik offre également à Sihad sa fille, Jakiya, qu'il avait déjà refusé d'épouser, mais maintenant le roi lui a ouvert son cœur. Raccoon remarque que le grand vizir n'essaie même pas de cacher le fait qu'il extrait des informations. Il dit à haute voix qu'il ne laissera personne d'autre entrer dans le harem. Gedik lui demande de rester, mais Sihad part. Hasina sent le regard de quelqu'un sur elle. Une personne ordinaire ne remarquerait rien, mais elle sait qu'il y a quelqu'un à proximité. La fille remarque Karim et lui demande ce qu'il fait ici et pourquoi il ne garde pas les portes du harem. Hasina décide qu'il la trouve toujours suspecte et va le taquiner puisqu'elle l'a pris en flagrant délit. Elle se demande s'il a un amant car, après avoir regardé son visage, elle le trouve très attirant. La fille le bombarde de questions et Karim est perdu, ne sachant pas comment parler aux femmes. Sihad est soudainement arrivé et a demandé quand ils avaient appris à devenir amis. Le roi demande à Hasina si elle est tombée amoureuse de son dompteur. Nazir, qui l'a rattrapée, prie silencieusement pour que la jeune fille ne dise rien d'inutile. Elle répond que c'est vrai, toutes les filles aiment les chevaliers, et surtout ceux aussi beaux que Karim. Elle demande si Sihad est venu pour découvrir son type. Il s'avère que Nazir voulait lui parler pour en savoir plus sur le continent Nord. Hasina demande un sac en échange. Sihad remarque que le sac est recouvert d'un sort de protection. La fille répond que c'est vrai, car ce sont ses sous-vêtements. Karim et Nazir sont gênés et Raccoon éclate de rire, notant qu'Hasina est vraiment imprévisible. Il ordonne que ses affaires lui soient rendues. Nasir invite la fille à des rendez-vous et lui demande ce qu'elle peut dire sur Cromwell. La fille décide de ne parler que de faits connus. Elle lui parle de nature, de politique et de religion, pensant qu'au cours de ses voyages, elle n'a fait qu'aimer davantage sa patrie. Hasina raconte l'histoire de deux familles puissantes, les Cardions, une famille de chevaliers, et les Astatei, une famille d'érudits. C'est grâce à eux que la famille de l'empereur maintient son pouvoir et qu'il n'y a pas de coup d'État dans l'État. Nazir, arrêtant d'écrire, la remercie pour l'histoire et remarque qu'elle en sait beaucoup sur Cromwell. La fille essaie de lui assurer que tout le monde le sait, mais il répond seulement que cette fois-ci, c'est suffisant. Hasina demande avec indignation quand il lui rendra le sac, et Nazir dit que lorsqu'il pose toutes les questions qui l'intéressent, la jeune fille comprend que le vizir l'a trompée. Elle note que les gardes patrouillent ici toujours en même temps dans la même composition, ce qui facilite les futures évasions. La difficulté est ailleurs. Après cela, elle devra se rendre à Surt, une ville qui divise les continents nord et sud. Hasina décide qu'elle va d'abord s'enfuir et ensuite y réfléchir. Elle sent à nouveau le regard de quelqu'un sur elle, même si elle comprend qu'il ne pouvait pas la remarquer, car elle est montée très haut. Elle voit le chef suprême et son compagnon qui soupçonnent quelque chose. Mais ce dernier décide qu'il l'a simplement imaginé. Hasina se lave, pensant que même si elle n'a pas été attrapée, elle a un mauvais pressentiment à propos de l'étranger. Si le regard de Sihad l'alourdit, alors le regard de cet homme l'enveloppe comme un serpent. Elle ne veut plus le voir. Soudain, Hasina se rend compte que les boucles d'oreilles ont changé de couleur. Même si elle savait que le mana qu'il contenait n'était pas suffisant, elle ne pensait pas qu'il disparaîtrait si vite. Elle décide de lever partiellement le sort. La couleur des yeux change un peu, mais il semble que personne ne l'ait encore remarqué. Nur rapporte que Sihad attend Hasina depuis un certain temps. Elle demande avec indignation pourquoi Raccoon vient si souvent, et il répond qu'il rend visite à sa concubine préférée. Il se demande si ses longs cheveux la gênent lorsqu'elle voyage. La jeune fille admet que c'est vrai, mais sa famille ne lui permettra pas de les couper, car, à leur avis, une femme devrait avoir les cheveux longs, ce qui signifie qu'elle s'y résignera. Sihad demande si elle est enfant unique, et la fille accepte, disant que ses cousins étaient comme des frères et sœurs pour elle. Le roi lui demande si elle a donné son vrai nom. Il veut découvrir quelque chose, d'autant plus que la fille ne semble pas hypocrite. Hasina dit que son père a même organisé une élection de nom qui a duré 3 mois. Cela signifie brillant et béni. Sihad note que, contrairement à lui, la fille a définitivement grandi dans un foyer d'accueil, et maintenant il s'intéresse encore plus à ce qui l'a forcé à quitter la maison de son père et à choisir un chemin aussi difficile. Hasina s'éloigne soudainement de lui et lui demande pourquoi il est toujours à la maison. Elle s'adresse à lui en l'appelant « Monsieur », et lorsqu'il lui demande à nouveau, elle essaie d'autres termes d'adresse, se contentant finalement de Sihad. La fille demande ce que cela signifie, car Nazir l'appelle ainsi aussi. Il explique que c'est mon Dieu. Décidant que puisque Sihad signifie Dieu, Raccoon signifie roi, alors son nom est Bedad. La fille demande si elle peut l'appeler Behi.
et lui, souriant, accepte. Notant que c'est la première fois qu'elle le voit sourire, Hasina se demande pourquoi il pose autant de questions. Behi répond qu'il l'aime. La fille lui demande de ne pas dire des choses dont il ne se rend pas compte. Siad demande pourquoi elle pense cela et embrasse la fille. Hasina ne comprend pas pourquoi il fait tout soudainement. Au moment où elle veut s'éloigner, Raccoon s'éloigne. Il se rend compte qu'il a presque perdu le contrôle. Siad remarque à haute voix qu'elle semble inexpérimentée et si c'était le cas, il n'aurait pas reculé après le baiser. La fille crie avec indignation, demandant pourquoi il lui fait ça. Il répond qu'il a déjà dit qu'il l'aimait. Behi ajoute qu'il ne la force à rien et fait même semblant de ne pas voir comment la couleur de ses yeux a changé. Hasina ne comprend pas comment il a pu le remarquer. Il lui semblait que la différence était imperceptible à moins de regarder de près. Elle lui demande ce qu'il veut dire et se dirige vers le miroir pour vérifier. Décidant qu'il la testait simplement, la fille se regarda et demanda si tout allait bien avec sa vision, puisqu'elle n'avait trouvé aucune différence. Siad pense qu'il aurait remarqué les différences de toute façon, car il la regarde toujours uniquement dans les yeux. Il a cessé de s'intéresser aux autres femmes après avoir rencontré Alina. Bien qu'elle ne baisse jamais sa garde lorsqu'elle est avec lui, elle ne le repousse pas non plus. Siad se demande qui elle est et pourquoi il aime danser sur sa musique. Siad se demande qui elle est et pourquoi il aime danser sur sa musique. Il répond à voix haute qu'il semble avoir fait une erreur. Behi demande pourquoi elle voyage. Hasina note qu'elle aime tout simplement ça et que le monde est si merveilleux qu'il serait stupide de passer toute sa vie au même endroit. Siad répond qu'il n'y a pas pensé. La fille demande quand il va partir. Le roi demande pourquoi il partirait et Hasina admet qu'elle ne pourra pas dormir comme ça. Puis Siad la serre dans ses bras. Il lui dit d'aller dormir, à moins qu'il ne veuille revenir là où il s'était arrêté la dernière fois. Hasina n'a pas pu dormir une seule seconde, et elle n'a pas non plus pu inspecter le harem la nuit, car Siad ne l'a pas quitté une seule seconde. Elle décide d'explorer les lieux pendant la journée. La fille remarque que tout le monde semble plus occupé aujourd'hui, et Nur explique qu'il se prépare pour un banquet. La servante ajoute que le festival est organisé en l'honneur du retour de Siad et se déroulera à l'intérieur et à l'extérieur du palais. Hasina pense que cela ne fera que jouer en sa faveur et qu'il lui sera plus facile de s'échapper. Dans une foule de gens, sa disparition ne sera pas remarquée. Elle décide de prendre ses affaires et de s'enfuir le deuxième jour de la fête. Mais d'abord, Hasina doit éliminer tous ceux qui pourraient la suivre. Elle remarque facilement Karim et l'appelle. Il a essayé d'éviter la fille à partir du moment où Siad l'a presque incinérée avec son regard. Hasina décide de le tourmenter avec des questions pour qu'il ne puisse plus la regarder. Elle lui demande s'il aime les femmes soumises comme beaucoup d'autres escrimeurs. Il lui demande en réponse si elle est intéressée par lui, et la fille accepte volontiers. Karim explique que selon la loi, les dompteurs ne peuvent pas simplement parler aux gens ordinaires. Quelqu'un confirme ses propos. La fille qui s'approche d'elle lui demande comment Ira peut flirter si honteusement avec le dompteur et ce qu'elle fera si Siad l'apprend. Nur reconnaît l'orateur, c'est Lady Jackia. Elle rapporte qu'elle a appris le retour de Siad et a décidé de l'accueillir. Elle demande si c'est le nouvel Ira et se présente. Hasina remarque qu'elle est en effet très belle, même si sa beauté n'est pas celle du Nord. Elle pense que Jackia ressemble à une fleur de renoncule, cheveux écarlates ondulés, yeux verts et très raffinés. Elle ne comprend pas pourquoi Karim l'a protégée, comme pour la protéger d'une telle beauté. Le dompteur lui demande ce qu'elle fait ici si elle va saluer Siad. Jackia répond qu'elle a simplement remarqué qu'ils agissaient tous les deux comme des amants lors d'un rendez-vous secret. Elle rappelle que selon les lois de Péziane, Aïra ne peut pas être laissée seule et, encore moins, communiquer avec d'autres hommes. Karim est indigné par les accusations et Hasina remarque que personne ne l'a regardé avec autant d'envie depuis longtemps. Cela lui donne même de la force. Elle décide d'agir naturellement et répond qu'elle taquinait juste Karim pour le faire rire, car il semblait très tendu. Cependant, elle est reconnaissante envers Jackia pour ses conseils. Elle comprend que la fille ment et se demande pourquoi Siad l'a laissée entrer dans le harem. Hasina ajoute que si Jackia veut saluer Behi, elle devrait se dépêcher et ne pas échanger de plaisanteries avec elle. Jackia s'excuse et dit au revoir, mais est secrètement outrée par la facilité avec laquelle Hasina appelle Siad par son nom. Elle comprend qu'elle s'est fait un nouvel ennemi. Et Karim ne fait que confirmer ses soupçons. Les servantes saluent Jackia et remarquent doucement qu'elle sera certainement la prochaine Aïra, puisqu'elle la traite même comme la princesse de Péziane.
Elle pense qu'elle a vu de nombreuses femmes devenir arrogantes après avoir atteint des postes élevés, mais il y a quelque chose de naturel et de noble chez Asina. Elle se demande qui elle est. Jackia est informée que Sihad a une réunion. Elle se demande avec qui, puisqu'elle a certainement été la première à demander une audience, et on lui dit que c'était avec le chef de Sharza, Warain. Il salue simplement Sihad, espérant que son chemin a été facile. Raccoon se dit que Warren est la vipère la plus venimeuse de toutes, d'autant plus qu'il est le chef du gang des instigateurs. Il se demande à haute voix comment vont les choses à Shara, car en raison des conflits civils constants, le dirigeant n'a probablement pas le temps de se reposer. Il répond que Kratia les dérange, mais c'est courant à cette période de l'année. Sihad lui propose un assistant et il le remercie. Raccoon l'invite à s'asseoir et à se détendre. Il veut rattraper le temps perdu entre eux. Nazir s'inquiète que la réunion dure si longtemps. Selon lui, Warren est trop collant. Il n'a jamais cédé à Sihad, et Sihad, réalisant qu'il n'obtiendrait rien de plus de la conversation, le laisse partir. Warren promet de lui rendre visite plus souvent. Sihad lui demandait des informations depuis 1 heure, mais n'avait rien obtenu de lui, alors il décida qu'il avait besoin d'en savoir plus sur le chef. Warren rencontre Nazir et admire la force de Sihad, qui ne semble pas du tout fatigué du pèlerinage. Le vizir note mentalement que le chef semble vouloir que le roi souffre. Warren dit qu'il a entendu une excellente nouvelle selon laquelle Sihad a pris une femme dans son harem. Nazir le confirme, se demandant comment le leader peut en parler sans vergogne. Il s'excuse, disant que Sihad l'attend, et Warren part. Le chef remarque que la situation ici est toujours tendue, mais décide immédiatement qu'Al-Pessian, la capitale de Pessian, ne le concerne pas. Warren pense que Raccoon est beaucoup plus redoutable que son prédécesseur, Sakun, puisque c'est lui qui a mis fin à la guerre sanglante et a revendiqué le trône de Pessian. Depuis leur dernière rencontre, il semblait avoir repris vie, et c'était probablement parce qu'il avait amené une femme dans le harem, enfreignant ainsi sa propre règle. Warren décide qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Ici, il rencontre Karim et Asina. En le voyant, le visage du dompteur change. Warren pense qu'il est toujours un livre ouvert. Karim dit que le leader ne doit pas être trop familier. Il répond seulement qu'il est toujours grincheux et demande qui est son compagnon. Le dompteur exige qu'Aïra soit respectée et Warren se rend compte qu'il s'agit d'une femme Kuna. Asina reconnaît l'homme d'hier et trouve que, comparé au ton de sa voix, son visage est charmant. Warren s'excuse et se présente. Il y a quelque chose chez lui qui dérange encore la fille. Le chef estime qu'Asina n'est pas aussi obéissante que les chiens, mais qu'elle n'est pas dépourvue d'une noble endurance. De plus, elle respire la grâce naturelle. Il remarque à haute voix que malgré sa beauté, elle a aussi une nature gentille. La fille dit que Bei est tombé amoureux d'elle au premier regard, et c'est même difficile pour elle d'être aussi incroyable. Cela surprend Varena. Il lui demande comment elle aime le palais, et la jeune fille trouve tout le monde ici très gentil, y compris lui. Warren pense que Sihad s'est simplement laissé guider par son apparence. Asina rappelle à Karim avec un sourire qu'Ira n'a pas le droit de parler à d'autres hommes. Warren s'excuse d'avoir été impoli, de ne pas comprendre qui elle est pour le réprimander. La fille demande de garder cet épisode secret pour ne pas contrarier Sihad. Ils se disent au revoir et Warren dit qu'il espère les revoir bientôt. Nasir et Asina boivent du thé. La fille veut en savoir plus sur Waraina et, décidant de venir de loin, elle se demande quel genre de territoire s'appelle Sharza. Il répond que cette petite région fertile est le casse-tête de Kun. Ses dirigeants ont toujours eu du pouvoir en Pessian, et Sharza elle-même dispose d'une armée puissante en raison de sa proximité avec la frontière. Nazir commence à parler de Varenne, mais interrompt son histoire au milieu d'une phrase. Ici, il est appelé pour une affaire urgente et, après s'être excusé auprès d'Asina, commence à parler avec le nouveau venu. La jeune fille remarque le sac et, jetant un coup d'œil au vizir, tend la main vers lui. Lorsque Nazir se retourne, sentant quelque chose, Asina boit calmement du thé. Il s'excuse à nouveau, disant qu'ils devront arrêter là pour aujourd'hui. Warren se souvient qu'on lui a demandé de réaliser le souhait de quelqu'un et de préserver l'indépendance de Sharza. Il est de mauvaise humeur et il pense que c'est à cause de la femme. Avant, il ressentait une affinité avec Raccoon, mais maintenant qu'il a une petite amie, c'est comme s'il revenait à la vie. Varena est irrité qu'il soit le seul à ne pas bouger de sa place. À Pessian, tout est encore ennuyeux et il ne peut pas se débarrasser du sentiment de vide. Mais soudain, il remarque un inconnu devant lui. Nur apporte de la nourriture à Asina et quitte la pièce. La fille, frustrée de ne pas pouvoir marcher seule, sort son sac.
Elle se demande pourquoi il a été confisqué. De nombreux sorts y sont placés, et seule Hasina sait ce qui s'y trouve réellement. Même les gros objets rentrent dans le sac. Les faux sacs ont toujours sauvé la fille. D'habitude, elle trompait sa mère de cette façon, mais maintenant elle le remplaçait par le sien, et Nazir ne remarqua rien. Tout est en place, mais la jeune fille craint que le vizir la soupçonne toujours. Mais bientôt il y aura un banquet et elle quittera ces lieux. Hasina décide de regarder autour d'elle. Elle a déjà trouvé de nombreuses failles, mais elle s'intéresse à l'utilité de ce domaine. La fille a posé beaucoup de questions, mais personne n'a répondu. Brûlante de curiosité, elle se faufile devant le garde et regarde à l'intérieur. Il s'avère qu'il y a là un trésor. Hasina est sûre qu'il y a autre chose là-bas, mais Nur reviendra bientôt, ce qui signifie qu'elle doit y retourner. Soudain, les boucles d'oreilles commencent à bourdonner, même s'il devrait encore y avoir du mana à l'intérieur. Ses cheveux changent de couleur et la fille ne comprend pas ce qui se passe, car elle a bien pris soin de ses boucles d'oreilles. Ici, elle est remarquée par Warren, qui décide qu'elle est une fée. Hasina le reconnaît. Il est distrait par une servante et pendant ce temps, la fille disparaît. Warren se demande qui était devant lui, puisque même sa respiration s'est arrêtée. Son cœur bat la chamade et il rougit. La femme de chambre demande si tout va bien et Warren répond que tout va bien. La fille est en colère à cause des boucles d'oreilles et espère juste que personne ne sait à quoi elle ressemble. Sa mère a affiché des tracts avec sa photo partout dans le Nord. Hasina pense que même Nazir connaît à peine l'apparence des dirigeants du Nord et encore moins Warren. Après avoir retiré les boucles d'oreilles, la fille essaie de trouver une issue. Puis Nur frappe et Hasina dit qu'après le dîner, ses vêtements sont très serrés. La servante est sur le point de l'aider, mais remarque soudainement Sihad. Il exige d'ouvrir la porte immédiatement. Hasina, ne sachant pas quoi faire, remet les boucles d'oreilles. Les cheveux changent de couleur. Une fille maudit des boucles d'oreilles qui soudainement, pour une raison inconnue, ont cessé de fonctionner, mais qui fonctionnent à nouveau. Sihad, qui entra, remarqua qu'elle avait l'air un peu dérangée et lui demanda ce qui s'était passé. Elle répond que rien ne s'est passé, mais le roi remarque qu'elle ment. Il lui demande quel genre de boucle d'oreille elle a et s'il y a de la magie dedans. Hasina se demande s'il est simplement prudent ou si son intuition est si bien développée. Elle explique qu'ils ont un sort de protection placé sur eux qui s'active lorsqu'ils entrent en contact avec le feu ou l'eau, car elle ne sait pas ce qu'elle rencontrera au cours de ses voyages. La fille ne sait pas s'il la croit et lui demande où il regarde. À sa grande confusion, Sihad dit que c'est elle, parce qu'elle est charmante. Elle lui demande de ne pas mentir, et le roi lui demande alors pourquoi elle ne le croit pas si elle se dit toujours belle. Hasina explique qu'avant, quand les hommes la courtisaient, personne ne la regardait comme ça, donc il a une raison différente. Elle pense que son regard ne ressemble pas au regard d'un amant. Au contraire, il le regarde avec intérêt, comme s'il s'agissait d'un nouveau jouet, et on ne peut que deviner ce qui se passera quand cela deviendra ennuyeux. Hasina lui demande s'il va la tuer. Sihad demande en réponse si elle est si dangereuse, et la fille dit que c'est possible. Le roi dit que non maintenant, car il s'intéresse à elle. Il s'assoit sur le lit, ajoutant qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne sait pas à son sujet. En tapotant celle qui est à côté de lui, Sihad l'invite à s'asseoir et lui demande de lui en dire plus sur elle, comme sur ses voyages. Hasina décide qu'il n'y a aucune raison de ne pas répondre. Le roi pense qu'il doit lui faire plaisir s'il veut en savoir plus sur elle. Maintenant, il comprend pourquoi les dirigeants gardent des oiseaux. Il aime écouter la fille, même quand elle dit les choses les plus ordinaires. Hasina dit qu'elle a voyagé dans tout le continent nord et visité les 10 principales attractions de Cromwell. Il demande si c'était dangereux, et la fille dit qu'elle est en fait forte et qu'elle semble seulement fragile. Sihad se souvient de son évasion de prison et ajoute que cela signifie qu'il n'a rien à craindre. Hasina raconte qu'elle a failli mourir un jour. Elle est allée voir les sites touristiques, les vestiges d'une civilisation passée, à l'intérieur desquels sont conservés les mythes du passé. Ils sont cachés, mais elle a trouvé un endroit, Rothville. Hasina n'avait pas de carte et elle n'avait pas marqué l'endroit où elle était déjà passée. Mais soudain, comme sortie de nulle part, un mur apparut et scella à l'entrée. La jeune fille a donc été enfermée pendant 1 mois. Jusqu'à ce moment, elle aimait simplement voyager et ne pensait pas au danger. Sihad remarque qu'elle a dû avoir très peur. Elle note que cela reste un euphémisme. Il faisait nuit noire et aucun des murs ne cédait, peu importe les efforts de la jeune fille. Mais le plus insupportable était la solitude totale. La seule chose qui l'a sauvée de perdre la tête, c'était de penser à ceux qu'elle rencontrait en chemin.
Hasina pensait aux endroits merveilleux qu'elle avait visités et, bien sûr, à sa famille. Bien que sa mère ait toujours été stricte et froide avec elle, la fille ne se souvenait désormais que de bonnes choses à son sujet. Là, piégée, la jeune fille lui demanda pardon. Siad demande alors comment elle s'en est sortie. Hasina répond qu'elle ne te le dira pas comme ça. Il lui demande ce qu'elle veut en retour. La fille sourit et commence à répondre. À la grande surprise de Siad, elle admet qu'elle veut plus de rendez-vous. Après tout, Hasina en a récemment mangé de si délicieux. Il remarque qu'il sera difficile de planter le champ et la fille répond qu'un bol suffira, se rappelant mentalement de s'exprimer plus précisément car Siad fera ce qu'elle demande. Le roi lui demande comment elle est sortie de ce piège. La fille dit qu'elle a de la chance. Au début, elle a essayé de trouver une issue, mais ses réserves d'eau et de nourriture se sont épuisées et elle a abandonné et a simplement arrêté de bouger. Elle ne voulait même pas bouger. Siad demande si elle a arrêté d'essayer de s'échapper et la fille accepte, notant qu'elle attendait cette question. Mais Hasina a continué à regarder le plafond jusqu'à ce qu'elle voie le motif. En y regardant de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait d'une lettre. En sautant, elle reconnut la langue ancienne. L'inscription disait « Il n'y a qu'un seul chemin vers la vérité ». Surprise de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, la jeune fille se souvint qu'en archéologie, vérité et lumière sont synonymes. Si elle crée de la lumière, elle verra la suite de la lettre. Elle regarda les murs, priant pour qu'il y ait une clé pour la sortie. La suite affirme qu'une personne doit toujours sacrifier quelque chose pour arriver à la vérité. Siad demande à nouveau, et Hasina explique qu'il s'agit de sang. Heureusement, il n'en a pas fallu beaucoup. Le sacrifice doit être fait à l'endroit le plus bas devant vous, et si tout se passe bien, la sortie apparaîtra à l'étage où Hasina a passé 3 mois. En avalant et en répétant les mots, la fille s'est coupé le doigt. Elle a finalement réussi à s'échapper. Ce n'est que lorsqu'elle vit le ciel nocturne clair au-dessus d'elle qu'Hasina se souvint de ce que c'était que d'être en vie. Siad remarque que c'est pour cela que la fille a décidé de rester loin des endroits dangereux et elle est d'accord. Elle lui demande pourquoi il la regarde comme ça et le roi répond que c'est étrange. En se basant sur son caractère, il pensait au contraire qu'elle chercherait de tels endroits. Hasina remarque qu'il est comme un médium. Siad précise que, dans ce cas, il doit y avoir une autre raison. La fille admet que c'est vrai, c'est juste personnel et elle se sent mal à l'aise d'en parler. Elle raconte que lorsqu'elle est revenue 3 mois plus tard, elle a vu les larmes de sa mère pour la première fois. Elle était si froide qu'Hasina avait parfois l'impression d'être sa belle-mère. Mais ce jour-là, elle a dit qu'elle n'apprendrait pas à la fille comment vivre. Sa mère lui a simplement demandé de passer au moins quelques mois par an avec elle, car elle l'aime beaucoup. Hasina est leur enfant unique et elle ne sait pas ce qu'elle fera si quelque chose lui arrive. La fille n'aurait jamais pensé qu'elle verrait les larmes de sa mère. Elle n'est pas une mauvaise fille, mais elle n'est pas non plus une fille modèle, mais elle a réalisé qu'elle devait être plus douce avec celui qui lui a donné la vie. Hasina s'est alors promis de ne pas visiter des endroits où elle pourrait se blesser. Elle ajoute mentalement qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait être capturée par le roi, qui ne la quitterait pas des yeux jour et nuit. Siad demande si elle est fatiguée et la fille admet qu'elle veut dormir. Elle demande à Bei de ne pas la tuer après son histoire. Hasina décide qu'elle a tellement sommeil parce qu'elle est fatiguée. La fille s'endort et Siad remarque qu'elle dort très profondément à côté de celui qui est capable de la tuer. Il se demande ce qu'elle cache derrière son visage innocent. Il veut l'embrasser, mais il a peur de ne pas pouvoir le terminer. Siad a peur que s'il la désire, il ne puisse pas s'arrêter. La seule chose surprenante est qu'il essaie de contenir ses désirs et ses sentiments sans limite pour Hasina. Siad quitte la pièce. Pendant ce temps, Rogve vient voir Warren, qui l'a appelé. Il demande à lui trouver une femme aux cheveux argentés et aux yeux cramoisis. Rogve demande à nouveau avec surprise, mais ayant accepté, demande si elle a d'autres traits distinctifs. Pensivement, le chef ajoute qu'elle est incroyablement belle. En se regardant dans le miroir, Hasina remarque que ses yeux sont devenus plus cramoisis. Elle comprend que la magie des boucles d'oreilles a déjà épuisé ses réserves, ce qui signifie que le temps presse. Le banquet commencera demain. Hasina avait déjà découvert l'heure de la relève de la garde et avait préparé une voie d'évacuation. Elle était déjà restée trop longtemps dans cet endroit. Il était temps d'agir. Demain, la fille quittera enfin le harem. Omar vient voir Siad. Le roi demande pourquoi il est si pressé. Umar rapporte que la nuit dernière, Warren a convoqué l'un de ses subordonnés et a semblé donner une sorte d'ordre. Siad demande ce qui s'est passé.
L'enfant Komar avait assigné au chef a dit que pendant la promenade, Warren avait vu quelque chose. Siad ordonne de poursuivre la surveillance. Ici, il se souvient du bol de date promis. Raccoon demande à Umar de la livrer au harem. Nur appelle Hasina, lui disant que le soleil s'est déjà couché. Karim s'est approché et a demandé si la fille dormait encore, et la femme de chambre a répondu qu'elle semblait dormir. Le dompteur remarque que c'est étrange, car généralement Hasina se lève tôt le matin et se promène dans le palais. Nur dit que la fille a refusé le petit déjeuner et le déjeuner, et maintenant elle a apporté une collation. La femme de chambre admet qu'elle a peur qu'il se soit passé quelque chose. Karim lui conseille de quitter Hasina, et elle sortira elle-même quand elle aura faim. Ici, il remarque les serviteurs qui sont arrivés et demande ce qui s'est passé. L'un de ceux qui sont venus demande si ce sont les chambres d'Ira. Pendant ce temps, la fille fait semblant d'être malade. Elle avait rassemblé autant de magie que possible dans les boucles d'oreilles, mais elle devait retirer le sort de ses yeux. Maintenant, elle se cache sous la couverture. Hasina décide de rester dans sa chambre jusqu'à ce que le banquet commence. Nur remarque qu'il est déjà soir et que la fille n'a toujours pas mangé et dit qu'elle entre. La servante et Karim entrent et Hasina vérifie si la magie des boucles d'oreilles fonctionne. 454e. Nur demande si elle est malade et la fille répond que tout va bien. La servante dit qu'elle a apporté le kagou qu'Hasina aimait tant et dont Nur espère qu'il redonnera des forces à la jeune fille. Elle veut dire quelque chose à propos de Sihad, mais la porte s'ouvre. La personne qui entre salue Hasina. Tout un cortège de serviteurs apportait des cadeaux de Sihad. La fille ne comprend pas ce qui se passe. La personne qui entre annonce que Raccoon voulait la récompenser pour la nuit dernière et a également ajouté quelques dates. Nur demande avec curiosité ce qui s'est passé pendant la nuit et Karim, embarrassé, quitte précipitamment la pièce. Hasina comprend qu'il s'agit d'une récompense pour son histoire et pas du tout pour ce que Nur pensait. La servante va laisser la jeune fille se reposer, mais demande quoi faire des cadeaux. Hasina dit de les laisser pour qu'elle puisse s'en occuper elle-même. Elle ajoute qu'elle est fatiguée et qu'elle veut dormir encore un peu. Nur dit qu'elle comprend pourquoi Hasina est fatiguée, même si elle répond que ce n'est pas vrai. La servante s'en va, prévenant la jeune fille de l'appeler si elle a faim. En regardant les cadeaux, Hasina se rend compte qu'elle n'a absolument aucune idée de ce que Siad a en tête. Nasir informe Raccoon que quelqu'un est arrivé. Voici Jakia, qui dit qu'elle est venue rendre visite à Sihad. Elle espère qu'elle n'a pas interféré avec le travail. Il répond que tout va bien, d'autant plus que sa visite ne risque pas de prendre beaucoup de temps. Sihad demande ce qu'elle fait à Pézian si elle devrait être à Darak. Jakia remarque que ses paroles semblent plus froides qu'avant. Elle dit à haute voix que son père l'a envoyée ici. La jeune fille ajoute que le chef suprême voulait discuter des plans de son mariage. Sihad se demande si Jakia a atteint l'âge du mariage. Elle pense qu'elle se serait mariée encore plus tôt si elle avait été la fille d'un autre homme influent. Siad est sûre que la fille fait tout cela sous la pression de son père. Il ne va pas lui donner de faux espoirs. Siad demande si c'est tout ce qu'elle voulait dire. Jakia lui dit qu'elle a rencontré Aera et lui demande s'il a vraiment amené Hasina au palais parce qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Il lui demande froidement pourquoi il lui répondrait soudainement. Jakia grimaça et réalisa qu'ils avaient dû se tromper. Elle s'excuse d'avoir pris son temps. Jakia se glisse hors de la porte. Nasir lui dit de se souvenir de quelque chose à propos d'Hassin. Un jour, il vint à son harem pour lui poser des questions, mais on lui répondit qu'elle n'avait même pas mangé et qu'elle s'était enfermée. Elle avait déjà été active au palais auparavant, donc cette nouvelle le surprit. Siad se contente de demander à nouveau si c'est vrai, en mélangeant les papiers. Le lendemain, Nasir demande à Karim si quelque chose a changé dans le comportement d'Hasina, mais il répond que tout est pareil et que la fille n'a pas l'air malade. Le dompteur demande au vizir s'il veut savoir quelque chose d'elle, et il accepte. Nasir se demande ce qui arrive à Hasina et suppose qu'elle a le mal du pays. La fille est déjà au lit depuis 2 jours. Lorsque le soleil se couche, le banquet commence. Le jour est venu où elle quittera cet endroit. Hier, Hasina a laissé reposer ses boucles d'oreilles, et aujourd'hui elle dort pour reprendre des forces. Puis elle sent quelqu'un lui caresser la tête. En sautant brusquement, la fille voit Sihad. Il lui demande si elle ne se sent pas bien. Dans son esprit, Hasina le gronde parce qu'il se promène et effraie les gens avec son beau visage. Elle remarque à haute voix qu'elle pensait qu'il préparait un banquet. Siad répond qu'il n'est pas le seul responsable de l'organisation et demande comment se sent la jeune fille. Elle répond que c'est bien. Le roi demande à nouveau, et la jeune fille, en colère, demande s'il va faire pression sur elle pour savoir si elle ment ou non.
Sihad demande avec un sourire si c'est nécessaire. Hasina se demande pourquoi il est si gentil avec elle aujourd'hui. Est-ce parce qu'il pense qu'elle est malade? Lors de leur première rencontre, il semblait froid et la jeune fille ne pouvait pas imaginer qu'il puisse être comme ça. Elle lui demande pourquoi il l'a laissée en vie lors de leur première rencontre. Hasina ajoute qu'elle est simplement curieuse, car il est peu probable que la raison soit sérieuse. Il répond avec un sourire. Il lui semblait que ses yeux disaient qu'elle voulait vivre. Sihad demande si ce n'est pas une raison suffisante. Chaque fois qu'il dit quelque chose comme ça, la fille souhaite qu'il se comporte comme il l'a fait la première fois qu'ils se sont rencontrés. Sihad n'a jamais été cruel envers elle et, même si elle était captive, il la traitait comme une invitée. Hasina est sûre que lorsqu'elle s'enfuira, il se sentira trahi. Après l'avoir nommé Behi, la fille le remercie de l'avoir sauvé et de lui avoir offert une nouvelle expérience. Elle le remercie également de s'être inquiétée pour elle. Hasina le jette dehors, ajoutant qu'il est temps pour lui d'arrêter de déranger les malades. Elle explique qu'elle plaisante. Bien qu'elle se sente mal à l'aise, la jeune fille comprend que cela doit être leur dernière rencontre. Il est temps de s'échapper, mais pour une raison quelconque, Hasina est un peu triste. Elle pense que c'est stupide. Elle ajoute que la Russie est vraiment un beau pays. En réponse, Sihad lui demande si elle est en délire. La fille lui rappelle qu'elle se sent bien et ils se disent au revoir. Le banquet a commencé. Après le dîner, la fille a dit à Nur qu'elle allait se coucher pour qu'elle ne vienne certainement pas la voir. Karim, à sa grande surprise, a également quitté le bâtiment. Mais l'essentiel est que Bedad reste au banquet car il est organisé en son honneur. Hasina a enregistré le temps de garde, planifié l'itinéraire et rassemblé toutes les choses nécessaires. Dans seulement 1 heure, la jeune fille mettra son plan à exécution. Au banquet, Jedik appelle sa fille à lui. Il s'intéresse à leur conversation avec Raccoon. Jakia répond d'un ton sombre qu'il n'a rien dit et qu'il était aussi froid que d'habitude. Jedik note que c'est probablement parce que la fille n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Elle s'excuse. Son père lui rappelle que le corps du prochain Khun doit contenir le sang de sa famille. Jakia, tirant nerveusement sur ses manches, accepte. Ici, quelqu'un salue bruyamment le vizir suprême. C'est le chef suprême de Neji, Elbar. En riant, il remarque qu'il était encore en retard pour le banquet. Neja n'est pas aussi riche que Sharza et ne se vante pas d'avoir des armes. C'est un pays bien ordonné, avec des fonctionnaires faciles à gouverner et sans problème sérieux. En d'autres termes, la fierté de cet État était qu'il n'a aucune raison d'être fier. Elbar offre du vin tandis qu'on le remercie pour son arrivée. Il présente son fils, Mijar. C'est lui qui est choisi comme prochain guide suprême. Le vin continue de couler. Saluez maintenant Jalil, chef suprême du territoire de Dara, 533e. Elbar remarque qu'il regarde les danseurs. Il ne le nie pas, affirmant que ces magnifiques papillons semblent l'attirer exprès. Les interlocuteurs rient de sa blague. Pendant ce temps, Hasina utilise un crochet pour grimper. Elle remarque qu'il y a plus de monde. La première chose qu'elle doit faire est de se rendre à la porte. Elle voit des gens avec des charrettes quitter le palais. Elle doit traverser le chemin sans que personne ne la remarque. Tout d'abord, la première cour, mais vous devez être prudent car les guerriers de Khun peuvent remarquer Hasina. La jeune fille porte les vêtements de la femme de chambre volée et décide de se couvrir le visage pour éviter complètement les soupçons. Elle entend la conversation de quelqu'un sans même comprendre de quoi il parle. Les interlocuteurs se réjouissent du retour sain et sauf de Sihad, car même les dirigeants craignaient la sécheresse, et tout le monde craignait de se retrouver à nouveau sans eau, comme sous le règne de Sekan Hakoun. C'est pourquoi le banquet a été organisé. L'un des orateurs croit que leur roi ne les quittera plus jamais. Hasina n'avait qu'à passer le point de contrôle, puis le garde l'appelle. Il examine son sac, qui est à nouveau sous un sort de protection. La fille demande mentalement de la laisser passer. Il permet à la fille d'aller plus loin et appelle la suivante. Hasina pousse un soupir de soulagement. Elle a finalement réussi. Et l'évasion fut étonnamment simple. Même si elle voulait quitter Péziane elle-même, tous les souvenirs ne sont pas mauvais. Et Sihad lui manquera, probablement. Il n'y a rien à faire, car Raccoon est très beau. Elle n'avait jamais rencontré des gens aussi merveilleux. Tout se passe comme sur des roulettes, mais certaines choses ne sont tout simplement pas censées se passer comme prévu. Se retournant, elle dit au revoir à Behi. La jeune fille dit au revoir à la ville sous la protection de la lune et de son beau dieu. En se versant du vin, Sihad se demande si tous les invités sont déjà arrivés. Péziane se compose de 6 territoires, Sohar, Mahen, Dara, Moskat, Nedja et Sharza.
Ces régions ont formé des entités semblables à des alliances qui se battent depuis longtemps pour la suprématie. Mais maintenant, ils sont tous réunis ici, répondant à l'appel de leur dieu. Sihad s'inquiète du silence suspect de Warren. Habituellement, il était toujours très actif lors de tels événements. C'est donc étrange qu'il soit si fermé aujourd'hui. On ne peut que deviner ce que le leader a en tête. Et Sihad, pour une raison inconnue, est troublé par une sorte de prémonition alarmante. Elbar remarque à quel point Warren est silencieux et lui demande si tout va bien pour lui. Il répond qu'il apprécie simplement l'atmosphère qui règne ici. Elbar remarque que Warren s'ennuie probablement seul. Il demande à Ahmed si le grand chef de Soatou, Vika, est toujours occupé et ajoute qu'il ferait mieux de remettre les affaires à l'héritier. Il dit qu'il a probablement une opinion différente et qu'il a beaucoup de problèmes. Elbar désigne Varin, notant qu'il est si jeune mais qu'il gère si bien Sharza, ce qui signifie que Vika ne devrait pas être si gourmande. Il demande pourquoi le guide suprême de Moscou Daud n'est pas arrivé. Son représentant, le chef Takewa Neva, répond qu'il est en train de résoudre le problème territorial. Elbar demande pourquoi son fils n'est pas arrivé à ce moment-là. Il est révélé que le seigneur Karim a été chargé de garder le harem, ce qui surprend le chef suprême Neji. Il ajoute qu'il est content de voir Neva, car Daud est toujours très contraint. Il est d'accord. Elbar dit qu'il est heureux de la nouvelle de l'apparition d'une femme dans le harem, car ses portes ont été fermées pendant 20 ans sur ordre de Sakun. Sihad rigola, réalisant que le guide suprême n'avait jamais appris à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Le roi réfléchit au fait qu'il a enfreint ses propres règles en amenant Asina. Au début, elle était agitée, comme un chat sauvage, mais ensuite, elle est devenue docile, réalisant où elle avait atterri. Il se demande si elle restera avec lui pour toujours, si elle lui obéira s'il ne lui dit pas de belles paroles et ne la comble pas de trésors. Sihad ne comprend pas pourquoi la fille l'a remercié. Si c'était juste de la politesse, alors pourquoi l'a-t-elle dit si soudainement? Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Sihad saute sur ses pieds. Le silence règne tout autour. Elbar bégaye et demande ce qui le dérange, se demandant si c'est lui qui l'a contrarié avec ses paroles. Le roi répond qu'il a besoin de se reposer et souhaite profiter de la soirée. Il est envahi par l'anxiété et veut voir Asina de ses propres yeux. Nur le salue. Elle dit que la fille avait dîné et semblait s'être endormie. Sihad entre dans la chambre, mais il n'y a personne. Karim accourt et demande ce que Rakun fait ici à un moment pareil. Il regarde silencieusement dans la pièce et est à nouveau appelé. Se retournant, il ordonne qu'Asina soit retrouvée immédiatement. La fille savait qu'il faisait froid dans le désert la nuit. Au moins, un sort de réchauffement avait été jeté sur sa cape. Elle décide d'enlever ses boucles d'oreilles, car il n'y a personne autour. Maintenant, Asina comprend à nouveau à quel point il est solitaire de voyager seule. Enfant, elle voyageait avec son oncle Yann. Il était un voyageur aussi passionné que la jeune fille, et c'est lui qui lui a appris à l'être. Puis l'oncle Yann a invité Asina à l'accompagner. La fille ne savait même pas ce que signifiait voyager. Son oncle lui a expliqué qu'il y avait beaucoup de choses inconnues dans le monde. Et voyager permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Habituellement, les enfants de cet âge, se retrouvant dans un endroit inconnu sans leurs parents, pleurent, mais Asina aimait visiter de nouveaux endroits. Auparavant, son oncle se disputait souvent avec la mère de la fille parce qu'il emmenait Asina avec lui. Mais il fut un temps où la fille gâtait sa mère en tout. Elle allait à des événements, voyait les mêmes personnes et mangeait même selon un horaire strict. Bien que ce mode de vie soit familier à beaucoup, pour Asina, il était insupportable. Il lui semblait que même la mort valait mieux qu'une telle routine. Après tout, Asina avait déjà appris à quel point le monde extérieur était vaste et intéressant. Chaque pays a sa propre culture, sa propre histoire et son propre mode de vie. Ayant réalisé cela, la jeune fille ne pouvait plus rester tranquillement dans le domaine. Elle a essayé d'apprendre autant que possible et d'acquérir de nouvelles expériences. Asina réfléchit à la manière dont elle décrira ce voyage dans son journal. Sihad lui vient immédiatement à l'esprit, et, se demandant pourquoi elle a pensé à lui, la jeune fille essaie de se débarrasser de ses pensées. Elle décide qu'à son retour chez elle, elle racontera à sa famille les difficultés qu'elle a rencontrées. Warren demande à son subordonné s'il a découvert quelque chose à propos de la femme. Il répond qu'il a posé des questions à tous ceux qu'il a rencontrés, mais personne ne savait rien. Le chef ordonne que l'enquête se poursuive jusqu'à ce qu'elle devienne dangereuse. Le serviteur rapporte qu'il a vu plusieurs guerriers de Sihad quitter le palais. Warren demande s'ils étaient suspectés, mais son subordonné note que c'est peu probable. Le chef ordonne d'en savoir plus à ce sujet.
Karim rapporte à Sihad que le palais a été fouillé, mais qu'Hasina n'a pas été retrouvée. La ville entière a également été contrôlée, mais en raison de la foule, aucune trace n'a été trouvée. Le dompteur croit que la fille est toujours à l'intérieur des murs. Karim remarque que le roi ne le gronde pas et ne le punit pas. Pas un muscle du visage de Sihad ne bougeait, et pour le dompteur cela semblait encore pire qu'une réprimande. Le roi dit qu'il a été trop négligent et que la jeune fille pourrait facilement quitter la ville. Karim s'excuse, mais Sihad répond que c'est lui qui a ordonné que le harem soit gardé et qu'Hasina s'est même échappée du donjon. Raccoon est sûr qu'il a fait une erreur de calcul. La fille était si calme parce qu'elle pouvait toujours partir. Une personne n'aura jamais peur si les portes lui sont ouvertes. Le harem était situé au plus profond du palais, et Sihad était sûr que la jeune fille ne pourrait pas s'échapper tant qu'elle serait dans son champ de vision. Il se réprimande pour sa stupidité. Nassir apporte le sac d'Hasina. Elle avait déjà été fouillée, mais rien de suspect n'avait été trouvé. La fille devait déjà avoir pris la chose la plus importante, car le sort de protection avait été retiré du sac. Sihad ordonne à Karim de préparer Azemi. Il demande avec incertitude. Raccoon annonce qu'il retrouvera Hasina lui-même. Warin salue le chambellan en chef, Iman. Il prévient que Sihad ne pourra pas le voir. Le chef demande pourquoi. Et Iman explique que le roi est absent et probablement pour longtemps. Warain veut savoir quand Sihad reviendra, mais le chambellan répond qu'il ne le sait pas, car il est un serviteur ordinaire, et de plus, il est occupé. Le leader est irrité par cela, car il sait très bien que l'imam est le plus responsable de toutes les affaires intérieures. Cependant, il s'excuse d'avoir retenu le chambellan et s'en va. Warin pense qu'il semble manquer quelque chose. D'abord, les guerriers ont quitté le palais, et maintenant Khun lui-même. Il pense que cet homme viendra bientôt également à Pézian, et qu'à ce moment-là, le chef va mener une enquête. Hasina était complètement grillée. La route vers Surta, la seule ville ouverte avec un port en Pézian, est incroyablement difficile. La jeune fille avait prévu de s'y rendre et de trouver un bateau en direction du continent nord. Mais il semble que nous puissions oublier ceci. Hasina a plus de chances de mourir à cause de la chaleur. Soudain, elle remarque une personne, même si elle doute encore qu'il s'agisse d'une hallucination. Mais ça arrive. L'étranger se penche sur la fille. Elle espère qu'il n'a pas remarqué les cheveux. Hasina le salue, mais il pointe son épée sur elle et lui demande qui elle est. La fille commence à penser que la menace de l'épée est un rituel de salutation dans le désert. L'étranger lui demande ce qu'elle fait ici et si elle sait où elle est. Bien qu'Hasina ne voit pas l'expression sur son visage, elle n'a pas l'impression qu'il va la tuer, contrairement à sa première rencontre avec Behi. La fille se calme mentalement, se rappelant qu'elle a survécu aux côtés du roi en visite, et ce type est clairement normal. Elle dit qu'elle est une simple voyageuse traversant le désert. Il se demande qui elle est et remarque que ce n'est pas un endroit pour une femme seule. Hasina rétorque que c'est la même chose pour les hommes. Elle lui suggère de déposer son épée. Bientôt, ils marchent ensemble. Aka, c'est le nom de l'étranger, demande si la fille se dirige vers Pézian, et elle répond qu'elle se dirige vers Kratia. Le gars lui-même est originaire de Kratia, mais se dirige vers Pézian. Après avoir examiné le contenu de son sac, il a cru qu'Hasina était simplement une voyageuse. Il remarque que Kratia est du mauvais côté. La fille dit qu'elle sait, mais son voyage est terminé et elle va embarquer sur un bateau à Surt pour rentrer chez elle. Aka demande pourquoi elle a traversé le désert et Hasina répond que c'est le chemin le plus court. Le gars remarque que cela ne concerne que l'autre monde. Il ajoute que tout le monde se promène dans le désert et ne comprend pas si Hasina est stupide ou masochiste. Elle rit maladroitement, réalisant qu'elle ne peut pas dire qu'elle est en fuite. Aka est beaucoup plus beau de près, et l'aura qui émane de lui rappelle celle de Cromwell. La fille suppose que l'un de ses parents est originaire de là-bas. Elle lui demande où il était avant, et il répond qu'il était à Sûreté. Hasina précise si elle pourra s'y rendre dans une semaine. Il remarque avec un sourire qu'à son rythme, elle mourrait probablement en chemin. La fille s'irrite, réalisant qu'il sous-estime son endurance. Mais elle a réussi à tomber sur un homme venant de Surta, ce qui signifiait qu'elle était sur la bonne voie. Hasina doit y arriver dans une semaine, et ensuite elle pourra enfin se détendre. Elle dit au revoir et Aka lui demande si elle est sérieuse à propos d'aller à Surta. Elle confirme et ajoute qu'il n'a pas à s'inquiéter, elle ne mourra pas. Elle lui fait signe au revoir. Hasina est confuse lorsqu'elle remarque qu'Aka la suit et lui demande ce qu'il fait. Il répond qu'il y va comme il le devrait et conseille de ne pas y prêter attention.
Karim divisa Azemi, la plus rapide et la plus agile des 7 divisions de guerriers, et les envoya à Sharcha et Al-Pessian. Le 3e groupe attend et le dompteur propose d'y aller à la place de Sihad. Il se retourne et dit simplement son nom et Karim, comprenant rapidement tout, s'incline. Le roi annonce qu'il ne reviendra peut-être pas de sitôt et ordonne que le palais soit gardé. Karim demande si Sihad sait où il va. Il répond que c'est possible. Il se demande où irait le dompteur s'il était Hasina. Karim note qu'elle est imprévisible, mais probablement quelque part où il sera difficile de la détecter. Sihad est sûre qu'elle est dans le désert. Hasina est forte et intrépide, et même si elle est déjà morte, elle se dirige certainement là-bas. Il dit au revoir et se met en route. Hasina et Sihad n'ont pas eu le temps de former une connexion, donc le roi ne peut pas la sentir. Il voulait seulement l'utiliser et ne comprend pas pourquoi il est submergé par ses émotions. La seule chose qu'il peut faire est d'attraper la fille qu'il a attirée dans un enfer sensuel. Les équipes de recherche venues de l'Ouest et de Surta signalent n'avoir rien trouvé. Les fugitifs n'auraient pas eu le temps d'atteindre Sharza, bien que l'on ne sache pas quels itinéraires ils ont empruntés. Le soleil se couche déjà et il sera plus difficile de chercher dans l'obscurité. L'un des guerriers se demande qui est si important que Sihad lui-même est parti à sa recherche. Son interlocuteur lui conseille de ne pas demander au roi et rappelle qu'il faut simplement faire son travail. Ils annoncent ici que quelqu'un a été repéré dans le nord-est. Akka demande comment va Asin-Pesian. Elle répond que c'était une expérience intéressante. Dieu-Pésiana l'impressionna beaucoup. La regardant attentivement, Akka lui demande si elle a déjà vu Raccoon en personne. La fille précise que c'est seulement de loin et le gars note qu'elle a de la chance. Sihad sort rarement en public et n'apparaît même pas pendant les vacances, donc les roturiers n'ont presque jamais l'occasion de le rencontrer. Il ajoute que même un aperçu du roi est déjà un miracle, et Hasina devrait en être fière toute sa vie. De plus, elle a réussi à rencontrer Raccoon, l'un des 4 cours avec le préfixe « Ra ». Il a relevé Pésian de ses genoux en le reconstruisant après la guerre civile, ce qui est impressionnant, sans compter qu'il est un dieu. Hasina est surprise qu'il admire le dirigeant d'un pays hostile. Akka remarque qu'une tempête de sable approche. Il regarde à travers des jumelles et n'aime pas ce qu'il voit. Le gars attrape Hasina par les épaules et lui demande si elle s'est enfuie. Elle répond en clarifiant ce qu'il a vu. Il répond qu'une foule se dirige vers nous. Hasina espérait qu'elle gagnerait au moins une journée. Elle ne comprend pas comment ils ont su qu'elle était dans le désert. Akka répète sa question. La jeune fille insiste sur le fait qu'elle n'est pas une criminelle et qu'il s'agit simplement d'un malentendu. Il demande en riant si elle est persécutée à cause d'un léger malentendu. Akka est sur le point de la quitter et Hasina lui dit au revoir. Finalement, elle demande combien de temps il leur faudra pour la rattraper. Il répond que dans 1 heure s'il se dépêche, et sinon dans 3 ou 4 heures. Il ne sert à rien de courir, ils l'atteindront de toute façon. Hasina comprend qu'elle ne s'en tirera pas avec une simple place dans le harem. Elle a besoin d'un chemin qu'ils ne prendront pas. Akka conseille de traverser la tempête. Personne ne la remarquera là-bas. La fille demande à nouveau, et le gars remarque qu'il n'y a pas d'autre choix. Elle décide qu'il vaut mieux ramper que de finir dans un enfer encore plus grand. Hasina remercie Aku et lui met quelque chose dans la main. Elle lui dit au revoir, en lui disant qu'elle le reverra si leurs chemins se croisent, et s'enfuit. L'homme regarde le cadeau avec confusion, complètement perdu quant à l'identité de cette femme. Hasina a changé sa couleur de cheveux en châtain. Bien qu'Aka ait dit qu'il la rattraperait dans 1 heure, ses poursuivants étaient déjà proches. Elle se précipite vers la tempête. La fille ne comprend pas pourquoi Sihad la poursuit. Il pense probablement encore qu'elle est une espionne. Sinon pourquoi irait-il si loin? Ici, elle trébuche sur une pierre et tombe. La poursuite la rattrape. Sihad, descendant de cheval, lui demande où elle court avec tant de zèle. Il appelle Hasina à lui. Elle est irritée par l'arrogance du roi qui la considère comme sa propriété. La fille demande pourquoi il l'a poursuivie. Souriante, Hasina ajoute qu'elle ne pensait pas qu'il enverrait une équipe entière pour chaque problème. Sihad lui demande si elle pensait vraiment qu'il la laisserait partir. Il lui dit à nouveau de se rapprocher en lui disant que si elle lui obéit, elle recevra le pardon. Sihad se dit qu'il pensait que sa rage s'enflammerait davantage lorsqu'il rencontrerait la fille qui l'a trompé, mais maintenant, en la voyant, il ressent un étrange soulagement. Il ajoute que sa tentative d'évasion a échoué. L'un de ses guerriers prévient qu'une tempête arrive. Hasina lui demande s'il va la tuer. Sihad demande si c'est la seule chose qui l'inquiète. Elle accepte, ajoutant qu'il voulait initialement se débarrasser d'elle.
Raccoon pense qu'il aimerait vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de la fille et lire ses pensées. Après l'avoir appelée Behi, Asina lui demande de dire le dernier mot. Il demande à nouveau, confus. Pour lui, s'attacher à quelqu'un est pire que mourir. Asina siffle pour entraîner les chevaux. Les animaux se cabrent. Siad appelle la fille. Mais elle se précipite directement dans la tempête. Elle espère que si elle y parvient, la poursuite la perdra. Mais ensuite, à sa grande surprise, la tempête se dissipe. Siad s'approche et lui rappelle qu'il est un dieu. Attrapant Asina, il lui demande si elle va se rebeller à nouveau. Elle exige qu'il la laisse partir en criant qu'elle doit rentrer. Siad demande où, et Asina répond chez elle, ajoutant qu'elle n'est pas une espionne. Il lui demande si elle avait prévu de revenir depuis tout ce temps, et elle accepte. Il lui conseille d'oublier ça. Siad ajoute qu'il ne rentrera jamais chez lui. Asina pense qu'il est fou. Soudain, elle remarque avec horreur que la magie quitte les boucles d'oreilles. Le roi s'intéresse à ce qu'elle fait. Elle lui demande de fermer les yeux, mais il continue à chercher. En regardant Asina changer, il demande qui elle est. Elle dit que c'est sa véritable apparence. Siad lui demande si elle lui a déjà dit la vérité. Asina comprend qu'elle doit courir, mais elle ne peut pas bouger. Alors l'armée du roi court vers lui. Siad tire la capuche sur la fille et la couvre. Il ordonne de revenir. Siad amène Asina dans sa chambre. Elle pensait qu'elle serait renvoyée au harem et ne comprend pas ce qui se passe. De plus, Behi n'a pas dit un mot sur le chemin du retour. Siad exige une explication. La fille répète que c'est sa véritable apparence et qu'elle a changé d'apparence pour ne pas se faire remarquer en voyage. Le roi lui demande si elle l'a fait avec les boucles d'oreilles et elle remarque mentalement qu'il comprend vite. 756. Asina jure qu'elle disait la vérité à propos des voyages et que c'est la seule raison pour laquelle elle a changé d'apparence. Siad lui demande alors pourquoi elle lui a menti en face et ce qu'elle essayait tant de cacher. La fille demande en riant pourquoi elle devrait lui dire quoi que ce soit s'ils ne sont même pas proches. Elle demande ce qu'il y a d'étrange dans ce changement d'apparence. Asina ajoute qu'il est le seul à la considérer comme une criminelle, et pourquoi devrait-elle alors dire la vérité à quelqu'un qui ne la croira pas de toute façon? Siad lui demande qui elle est, expliquant qu'il lui posait des questions sur sa personnalité et non sur son apparence. Asina, frissonnante, répond qu'elle ne dira pas un mot, malgré les menaces. Il remarque qu'elle ne semble pas comprendre dans quoi elle s'est embarquée. Maintenant, elle n'aura plus une once de liberté. Et elle vivra enfermée dans cette pièce, réfléchissant à son comportement et décidant de ce qu'elle va faire ensuite. Alors Asina se rend compte à quel point elle vivait bien avant et à quel point il était indulgent. Le serviteur rapporte à Warren que Siad est déjà revenu avec Azemi, apparemment du désert. Il ne comprend pas ce qu'il a oublié là s'il revient récemment d'un pèlerinage. Le chef exige de connaître l'emplacement exact et il remarque que le comportement de Kun ces derniers temps est douteux et cela l'inquiète. Warren demande où sont les hauts chefs qui n'étaient pas présents à la réunion. Ils ont pris des mesures pour les arrêter, a provoqué un conflit interne au sein du clan Daoud de Moscata. Des bandits ont été envoyés pour rencontrer Izmir, le chef de Mahen, et ils ont endommagé le transport de Vicky, le chef suprême de Sohal. Izmir s'est débarrassé de la plupart des bandits, Dadou mettra plus de temps à y arriver, mais Vicky arrivera la semaine prochaine. L'employé demande s'il doit envoyer des bandits à sa poursuite. Le chef répond qu'il n'a pas l'intention de le tuer. La famille Vicky est trop puissante et leurs héritiers deviennent toujours des grands vizirs, donc s'ils se débarrassent de lui brutalement, ils auront des ennuis. Le serviteur ajoute qu'il recherche toujours la femme aux yeux cramoisis. Warren répond brièvement qu'il comprend. Puis quelqu'un frappe à la fenêtre et salue le chef. Il se demande pourquoi il est si en retard. La personne qui est entrée explique qu'il s'est passé quelque chose. Warren est outré par cette excuse, mais le garçon demande si le chef le menace. Il demande simplement ce qui s'est passé. En baissant sa capuche, Aka annonce qu'il a rencontré une femme étrange. Asina est enfermée dans la chambre de Raccoon depuis 4 jours maintenant. Ses affaires ont été confisquées et il lui est interdit de sortir. Elle est constamment suivie par des servantes inconnues qui ne disent pas un mot. La fille pensait que Nazir allait l'interroger, mais personne ne lui parle et elle n'a absolument rien à faire. Elle ne fait que dormir et manger, et c'est une véritable torture pour elle. Siad sait très bien comment la torturer. Alors, il ne mentait pas, le harem lui semble déjà être un paradis. La fille n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé dans le désert, à la façon dont la tempête a disparu en un clin d'œil. Elle pensait que Dieu était une figure de style, mais il s'est avéré que Behi était réellement doté de pouvoir. Asina sait que ce n'est pas de la magie,
car elle n'a pas senti les flux de mana, mais elle n'a aucune idée de ce que c'est dans ce cas. On lui apporte à manger et elle s'étouffe presque sous le regard des servantes. La fille se souvient de Nur. Elle demande ce qui est arrivé à la femme de chambre, disant qu'elle l'a très bien traitée. La servante rapporte que Nur est en prison. Nassir estime qu'il est venu voir Sihad au mauvais moment, regrettant de ne pas avoir écouté les paroles de l'imam. Il remarque que le roi n'a pas l'air content et répond qu'il veut simplement punir celui qui l'a énervé aujourd'hui. Nassir pense qu'il ne reconnaît pas Sihad. Il espère à voix haute que c'est Warain. Le roi demande s'il veut un conflit interethnique. Nassir dit qu'il ne pense pas que Sihad ait eu tort. Il réapparut simplement comme une personne très suspecte qui était initialement sous surveillance dans le harem. Il ajoute qu'Asina est probablement une espionne de Kratia ou du continent Nord, d'autant plus qu'elle connaît très bien Cromwell. Ils ont donc de bonnes raisons de la soupçonner. Sihad demande si tout est vrai, alors pourquoi se sent-il ainsi? Nassir note qu'il n'a jamais vu Raccoon aussi consumé par ses émotions et inquiet pour une personne. Il ne sait même pas s'il doit être heureux ou inquiet. Pourtant, il est quelque peu inquiet, quelle que soit la personnalité d'Asina. Dans son esprit, il répond que Sihad est tout simplement fou d'elle, mais à voix haute, il dit qu'il est juste nerveux. Nassir clarifie ce qu'il fera ensuite avec Asina. Sihad répond qu'il veut connaître la vérité et tout savoir sur elle. La fille comprend que Nur a été punie à cause de son évasion, même si elle a décidé de le faire elle-même. La servante verse du thé et Asina se souvient de la façon dont Nur l'a servi. Après avoir cassé une tasse, la fille se coupe la main. Elle dit à la femme de chambre qu'elle aura des ennuis si elle tente de se suicider. Asina exige d'être emmenée à Behi. La fille est emmenée à Sihad. Elle est heureuse que l'idée ait fonctionné, car les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Elle a même pensé à lui dire qui elle était, mais dans tous ses voyages, chaque fois qu'elle révélait son identité, tout se terminait mal. Les gens ne croyaient pas à la vérité, se demandant pourquoi une fille d'une famille aussi prestigieuse errait seule. Épezian, un pays ennemi, l'enfermera en prison et exigera de... Cromwell paiera une énorme rançon et fera également croire qu'elle a envahi leur territoire, essayant de déclencher une guerre. Cromwell condamnera Péziane, mais Asina ne peut pas apporter de problème à sa famille et à son pays, elle doit donc trouver une solution elle-même. La fille déclare dès le début qu'il serait préférable de la punir. Sihad demande ce qu'elle veut dire. Asina rapporte qu'elle a appris que Nur était emprisonnée, mais la jeune fille a décidé de s'échapper et a élaboré un plan d'évasion. La servante est innocente et la jeune fille demande à être libérée. Le roi remarque que le serviteur est puni pour son maître, mais Asina insiste sur le fait qu'elle a toujours considéré Nur comme une amie. Sihad répond que ses arguments ne fonctionneront pas. La fille ne comprend pas pourquoi il se comporte de cette façon. Il avait déjà utilisé son autorité auparavant, mais il n'avait jamais été aussi têtu, ce qui signifiait qu'il reportait sa colère sur elle. Elle remarque qu'elle ne savait pas qu'il était incapable de résoudre un tel problème. Ils ne savent pas tous les deux ce qu'ils ont fait de mal. Asina se souvient qu'elle avait dit honnêtement qu'elle était une voyageuse perdue, mais il ne l'a pas crue et l'a enfermée en prison, d'où elle s'est échappée. Elle n'avait rien fait de mal à Péziane, et à en juger par son comportement, Sihad déversait simplement sa colère sur elle. Il montre beaucoup plus d'émotion, l'enferme et envoie Nour en prison. La fille lui demande pourquoi il agit ainsi, et Sihad remarque qu'elle pleure. Asina lui semblait toujours effrontée, et il ne pensait même pas qu'elle pouvait pleurer. La fille demande à la quitter, ses larmes ne sont pas une tentative pour gagner de la sympathie. Sihad l'appelle et lui tend un mouchoir. Mais elle se libère et dit qu'elle va dans sa chambre. La fille prévient qu'elle n'aura aucun contact avec lui jusqu'à ce qu'il libère Nur. Elle se dit à quel point c'est stupide d'avoir pleuré. Nassir ne la reconnaît pas immédiatement et demande ce qui est arrivé à ses yeux et à ses cheveux. La jeune fille répond que c'est sa véritable apparence, qu'elle cache lors de ses voyages pour ne pas attirer l'attention. Le vizir comprend qu'avant elle semblait belle, mais maintenant il est tout simplement impossible de la quitter des yeux. Il lui demande pourquoi elle quitte le bureau, et la fille répond qu'elle a parlé avec Behi. Elle admet qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et lui demande s'il la considère comme une espionne. Nassir remarque qu'elle lui semble toujours suspecte, mais elle n'est certainement pas coupable d'un crime grave. Asina se demande pourquoi Behi lui fait ça, et Nassir pense qu'il aimerait le savoir lui-même. Il admet à haute voix qu'il n'en est pas sûr. La servante rappelle à la jeune fille qu'il est temps de rentrer. Nassir ajoute qu'il aimerait que son évasion réussisse.
Il conseille à Hasina d'être prudente, car Sihad est loin d'être une personne ordinaire. Dans son esprit, le vizir remarque que le roi est obsédé par la jeune fille, mais il a peur de la toucher du doigt. En tant que serviteur, il craint l'influence d'Hasina sur lui. 825. Le roi demande à Iman qui est au courant de son retour, et il répond que ce sont les serviteurs. Sihad demande s'ils ont fait quelque chose sans lui, mais le chambellan leur assure qu'ils ne l'ont pas fait. Il ajoute que tout le monde était silencieux, craignant d'être attiré dans un piège, puisqu'il les avait quittés à la dernière minute, et il se demandait quelle en était la raison. Sihad demande quelle excuse il devrait donner. Iman lui conseille de dire la vérité. Les dirigeants le comprendront certainement lorsqu'ils découvriront qu'il s'en est pris à la fille. Les hommes et les femmes deviennent aveugles à cause de l'amour. Sihad demande à nouveau. Iman continue en disant qu'il ne sera peut-être pas facile de les convaincre, mais malgré tout, Hira a récemment été amenée au harem. Le roi remarque que le chambellan aime cette situation, et il ne le nie pas. Iman ajoute que les chefs voudront une audience, mais comme Sihad est d'humeur inappropriée, il refusera en son nom et dira que le roi ne quitte jamais sa chambre. Sous le regard furieux de Sihad, le chambellan comprend qu'il vaut mieux laisser tomber les blagues s'il ne veut pas y arriver. Il se justifie en disant qu'il est toujours occupé et que son seul plaisir est de taquiner les dirigeants. Le roi répond qu'il sait et que c'est la seule raison pour laquelle Iman est toujours en vie, même s'il a oublié sa place. Sihad permet que les chefs soient informés de tout ce que le chambellan juge nécessaire et ordonne que les gardes de sa chambre soient augmentés. Il constate qu'il y a déjà suffisamment de gardes sur place, mais puisque le roi le veut, cela sera fait. Dans son esprit, Iman se demande si Sihad a peur qu'Hasina s'enfuit à nouveau et se rend compte que cela ne résoudra pas le problème. Il me demande de dire quelque chose qui pourrait paraître audacieux. Le roi l'écoute. Iman raconte l'histoire de la façon dont le chef a reçu un oiseau et dont il est tombé amoureux, mais celui-ci a continué à essayer de s'échapper de la cage. Pour s'assurer qu'elle ne le regarderait plus jamais, le chef lui brisa les ailes, ses plumes perdirent leur couleur et l'oiseau mourut dans l'agonie. Le chambellan ajoute que la même chose peut arriver aux gens, on ne peut pas obtenir un cœur en enfermant une personne dans une cage. Sihad demande froidement à quoi Iman fait allusion. Il répond rapidement que rien, et que c'était impoli de sa part. Il part en toute hâte. Après avoir réfléchi aux paroles du chambellan et s'être souvenu des larmes d'Hasina, Sihad ordonne à Iman de libérer Nur. L'un des hommes du roi demande refuge à Karim et Nazir. Sihad n'est pas d'humeur et travaille sans arrêt. Le vizir dit qu'il a une idée, mais Karim ne comprend pas de quoi il parle. Akka écoute aux portes. Nasir rapporte que Cromwell leur enverra un ambassadeur de l'influente famille Astatei. Les interlocuteurs sont perplexes quant à la raison pour laquelle ils agissent ainsi, car la relation est tendue. Tous les groupes commerciaux appartiennent à cette famille. Akka connaît Astatea. Il se souvient d'Hasina, des affiches sur la recherche d'une fille, et comprend qui elle est. Nazir vient de dire qu'il envoie un guide pour rencontrer l'ambassadeur, quand soudain Karim ouvre brusquement la porte. Le vizir lui demande ce qui lui a pris, et il répond qu'il lui semblait que quelqu'un était là. Iman suggère à Sihad de faire une pause car il travaille sans arrêt depuis 2 jours. Il accepte, sans comprendre comment le temps a passé si vite. Le chambellan se demande s'il l'a contrarié avec des conseils non sollicités. Sihad ne comprend pas pourquoi il se sent si mal s'il a pu ramener Hasina. Le fait qu'elle n'obéisse pas le rend fou. L'anxiété et la rage disparaîtront-elles si le roi continue de retenir la jeune fille? Au moins, il n'aura pas peur qu'elle le quitte. Mais Hasina a un fort esprit de liberté. S'il l'attache à lui, elle ne le regardera plus jamais. Sihad se demande quoi faire d'elle. Il est étonné de découvrir qu'il a déjà atteint sa chambre sans même s'en apercevoir. Cela est probablement dû au manque de sommeil. Hasina demande pourquoi il est silencieux et pourquoi il est venu. Lui, pensant qu'il est vraiment devenu fou, demande s'il a besoin d'une raison pour visiter sa propre chambre. Sihad remarque que les yeux de la fille sont gonflés. Elle dit que c'était parce qu'elle avait du mal à s'endormir. Le roi lui demande si elle l'attendait, mais Hasina le nie avec indignation. Soudain, Sihad voit que quelque chose ne va pas avec la main de la fille. Elle explique qu'elle a menacé les domestiques, exigeant une rencontre avec lui, et ajoute que la blessure n'est pas grave. Il lui demande si Nur est si importante pour elle. Hasina répond qu'elle ne veut pas être la cause du malheur des autres et nuire aux autres pour atteindre ses propres objectifs. Sihad dit qu'il ne voulait pas la blesser ni la faire pleurer. Il rapporte qu'il a reçu l'ordre de le libérer, Nur.
Asina demande de ne pas prêter attention à ses larmes et remercie. Siad remarque qu'elle agit comme son chaton. Asina demande à nouveau, pensant qu'il est injuste de faire une telle grimace, et le roi se comporte étrangement. Soudain Beyi titube et tombe sur elle. La fille ne comprend pas ce qu'il fait, et il répond qu'il dort et lui demande de se taire. Les émotions qui ne lâchent pas Siad fondent dans les bras d'Asina, et malgré son apparence différente, il comprend que la fille est toujours la même. Il y a un vide dans sa tête, sa personnalité n'inquiète plus le roi, il ne se soucie que de la garder. La fille dit que c'est lourd. Siad demande à la fille si sa famille lui manque quand elle voyage. Elle est d'accord, pensant que ses sentiments sont compréhensibles pour quiconque a des proches. Elle lui demande s'il a des frères ou des sœurs, et il répond que oui, mais qu'ils sont maintenant morts. Siad explique que selon la loi, les proches de Khun doivent mourir pour empêcher toute tentative de coup d'État. Asina remarque qu'il n'y a aucune émotion dans sa voix et comprend pourquoi il lui a semblé cruel. Siad a tué tout le monde pour survivre, et maintenant il porte le poids d'une nation entière. Elle connaît des gens qui ont les mêmes émotions dans leurs yeux. Asina dit que c'est effrayant et lui prend la main. C'est toujours difficile pour lui de comprendre, mais il semble si seul. Elle lui souhaite une bonne nuit. Jedik note qu'il aime vraiment la capitale et qu'il n'est plus pressé de retourner à Darak. Il demande ce que pense Warren. Il conseille de ne pas se détendre, car il a reçu des lettres des anciens, et après les festivités, il sera possible de commencer à mettre en œuvre le plan. Ahmed dit qu'il a entendu par les servantes que Siad était parti à la recherche d'une femme. Warren répond qu'ils sont trop frivoles et que c'est tout simplement absurde. Jedik ajoute que la fille a des cheveux argentés et des yeux cramoisis. Warren demande à nouveau et ajoute que c'est certainement une erreur, car Ira a l'air différent. Aka regarde dans leur tente. Jedik note que la personne qui est entrée a exigé un prix trop élevé. Le meilleur vignoble de Sharza Warren n'abandonnera jamais. Mais il accepte, signe les documents et dit que dès qu'Aka apportera l'acte de transfert de propriété, le vignoble sera à lui. Le chef veut savoir qui est cette femme. Asina remarque qu'elle a enfin suffisamment dormi. Elle ne comprend pas comment elle s'est habituée à s'endormir dans les bras de Beka. Si sa famille l'apprenait, l'hystérie serait inévitable. À la grande surprise de la jeune fille, on l'informe qu'elle a des invités. Karim et Nazir entrent. Le dompteur lui demande ce qui ne va pas dans son apparence, et la fille se demande s'il va s'évanouir devant sa beauté. Karim avoue après ces mots que c'est bien elle. Nazir demande à comprendre qu'elle ne peut pas encore quitter la pièce. Asina pense qu'elle devrait être heureuse de ne pas être en prison. Le vizir lui offre des informations intéressantes en échange de connaissances sur la situation politique du continent Nord. Karim est outré, mais la fille accepte, car elle a besoin d'informations pour s'échapper plus tard. Elle raconte l'histoire en essayant de ne pas entrer dans les détails. Après cela, Asina pose des questions sur Siad et le pouvoir divin qu'il a utilisé dans le désert. Nasir demande à nouveau, et son visage change tellement que la fille commence également à s'inquiéter. Il note que les sentiments de Siad l'ont poussé à ce point. Le vizir explique que Khun est le titre du roi et Siad est le nom d'un dieu. Le roi a pris ces noms du tout premier Khuna Siad. Il avait 3 fils et lorsqu'il partit pour Ismaël, Pézian fut divisé en 3. Sakun était un brillant érudit, Hakun était un guerrier et Rakun a uni les 3 nations. Après cela, celui qui monte sur le trône reçoit le titre de Sa, Ha ou Ra. Le premier Khun Siad a rendu le désert fertile et ses pouvoirs sont désormais transmis de génération en génération. C'est ainsi que Pessian a été fondé. Nazir ajoute que les pouvoirs divins de Beyi sont inconnus, mais il peut unir toutes les nations du continent sud s'il le souhaite. Ce qu'elle entendit étonna la jeune fille et la fit réfléchir à la vie d'une personne qui possédait des pouvoirs aussi colossaux. Déjà allongée dans son lit, Asina se demande pourquoi Nasir lui a dit cela. Avant de partir, le vizir lui demanda de ne pas donner de faux espoirs à Siad si elle ne pouvait pas lui rendre l'appareil. Si Rakun tombe, sa nation aussi. Elle ne comprend pas de quoi il parle, et il lui explique qu'elle est attirante et que personne ne peut lui résister. Asina répond qu'il n'a rien à craindre, puisqu'elle n'est même pas d'ici. Nazir espère qu'il contient un mot. C'est pourquoi la fille voulait s'enfuir. Si Siad ne l'avait pas attrapée, tout se serait terminé paisiblement. Elle ne comprend pas pourquoi il lui donne des ordres s'il ne l'aime pas. Asina n'a rien fait de mal. Rogve arrive à Varen et voit son bureau en ruine. Il demande si Aka, qui a rendu visite au chef, l'a contrarié. Il demande ce qu'il ferait s'il n'avait pas quelque chose, malgré tous ses efforts.
Rogve ne sait pas comment répondre, car il est un simple serviteur. Warren décide soit de prendre la fille par la force, soit d'écraser tous ceux qui empiètent sur celui qui la possède. Sihad remarque qu'Azina n'est pas très douée pour faire semblant de dormir. Elle répond que si vous combattez des animaux de montagne au milieu de la nuit, vous devenez susceptible de dormir. Elle ajoute que lorsque vous voyagez, vous commencez à traiter votre lieu de vacances plus simplement. Sihad demande si elle aime vraiment ça, et la fille demande s'il est vraiment intéressé, car elle a souvent entendu cette question. Il pense qu'il veut tout savoir d'elle. Le roi demande ce qu'elle a demandé à Nazir, et Asina répond la vérité. Sihad répond que ce n'est pas tout, et la jeune fille lui demande d'en dire plus. Imitant Asina, il lui demande en retour de raconter son enfance. Elle dit qu'elle était très gentille depuis l'enfance et qu'elle n'a pas changé. Elle ressemble à son père tant en apparence qu'en caractère, mais les gens qui ne l'ont pas vue pensent qu'elle ressemble à sa mère, même si Asina ne le voudrait pas. La fille explique qu'il a été difficile de trouver un langage commun avec elle et qu'elle aimerait qu'Asina reste une petite fille de 4 ans. Elle demande à Bei des nouvelles de sa mère, il répond qu'il ne l'a jamais vue et qu'on lui a dit qu'elle était morte peu de temps après sa naissance. Asina pose des questions sur son père et il remarque que beaucoup dans le nord ne connaissent pas Pessian. Son père était Sakun. La fille ne sait pas quoi penser, car Sihad parle de famille sans aucune émotion. Il note qu'il n'a pas encore décidé si Sakun était un bon ou un mauvais dieu, mais il n'était certainement pas un très bon père. Asina pense que c'est probablement ainsi que devrait être le dieu idéal de Pessian, et c'est pourquoi les gens ont peur qu'il change. Pour elle, Sihad est juste une personne très seule. Nasir rapporte que Kratia a commencé à agir. Ses fonctionnaires rencontreront l'ambassadeur de Cromwell, mais les raisons sont inconnues. Sihad note que cela est compréhensible, puisque c'est avec le soutien des guildes de Cromwell que Kratia a assuré sa richesse. Il ajoute que Gedik a demandé une audience avec lui. Il se demande ce qu'il a en tête car, selon Iman, il a un atout dans sa manche. Ahmed dit qu'il est heureux que le roi soit revenu, mais le roi remarque qu'il est plus heureux que quiconque en son absence. Gedik nie cela et demande pourquoi Sihad était absent. Il ajoute qu'il a entendu dire que le nouvel Ira est un espion de Cromwell. Sihad devine que Warren est derrière tout cela, mais ne comprend pas ses motivations. Gedik demande la permission de mener une enquête, car il a des preuves. Le roi demande s'il exige de rencontrer Ira. Ahmed décide que Sihad est vraiment fou d'amour, et répond qu'il n'oserait pas. Au lieu de cela, il enverra Jakia servir Asina. Gedik a ordonné à sa fille de découvrir qui était vraiment cette fille, de découvrir ses points faibles et d'essayer de devenir la nouvelle Ira, comme elle le souhaitait. Jakia est d'accord.